Et de toute façon, c'est cool aussi avec Étienne, le gars qui m'aide à faire mes podcasts, mes edits, puis tout ça. Comme là, on l'a parti, mais après ça, lui... il va s'arranger pour tout couper. Ben oui. What up, E.T.? On a bien hâte de t'avoir. Thank you, man. Il s'en vient en ville, là, Étienne. Bien hâte de le rencontrer, man. Ouais, Tu m'as dit juste des bonnes choses. Oui, il s'en vient. Que des bonnes choses. C'est ça. Étienne Rouleau, il est en Australie présentement, puis il s'en vient au Québec avec sa famille, puis tout ça. Puis il va me donner un coup de main pour le podcast aussi avec... ton branding. Le Pro-Am aussi, l'événement qu'on fait l'été. Puis on a 2-3 autres petits projets aussi là, qui s'en viennent on the way, qu'on peut pas parler tout de suite. Non, mais on allait qu'on la shot. C'est ça, fait qu'il y a des choses qui s'en viennent. Fait que j'ai bien hâte qu'il soit ici parce que il y a du contenu que quand il est sur place, qu'il peut faire aussi, comme pas juste éditer, que le contenu que tu peux faire live puis ces choses-là, ça aussi c'est important. Là. Fait que j'ai bien hâte que Étienne il s'en vient, mais là on a parti ça hier. Fait que le premier reel, comme on a fait, que tu as vu passer. Celui là. que j'ai vu sur Facebook. Puis OK. C'est le premier que tu as mis? Ouais. Oh, nice. OK. T'en as combien de tournées? Là, je n'ai 6 de fait. Fait que là, il va en avoir un à chaque semaine, genre? Ouais, c'est ça le plan. Okay. Fait que l'aventure est partie. Hein. On va cool, voir man. Félicitations, man. Merci. J'étais un des premiers en plus au courant, c'est ça qui est cool. Ben oui, je l'avais comme annoncé en primeur sur ton podcast. Ouais, fait que, j'avais gardé ça pour le Zone A1 Show, man. Ouais. Fait que toi, comment ça va ton podcast? Ça va bien, ça va bien. Je l'ai écouté une coupe tantôt en descendant. Là, pour te mettre l'eau à la bouche. Exact. Fait que non, c'est intéressant. C'est sûr que on a quand même, il faut garder des sujets plus orientés vers le hockey, vers le développement, c'est vraiment... Des fois, j'aimerais ça m'ouvrir la boîte un peu plus. Puis je pense que c'est un peu ça aujourd'hui qu'on va faire. On va pas parler d'un peu n'importe quoi. Puis c'est ce que j'aime. Puis c'est d'ailleurs ce qui nous avait fait... bander. Ouais, exact. Ouais. Parce qu'on avait des trucs en commun en termes d'idées, en termes de qui qu'on regarde. Puis la nuance à travers les différents sujets. On trouvait les deux que... Au Québec, en fait, un peu partout, mais surtout au Québec, ça manquait, ce genre de discussion-là. Mais ça manque, puis aussi, je pense que, il y a une expression que j'aime qui dit, quand il fait tempête aux États-Unis, ils vantent au Québec. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tempête ici, mais assurément, il y a une grosse influence. Il y a une grosse influence qui se passe ici, puis le domaine un petit peu comme alimentation, santé, activité physique, ça commence, mais on n'entend comme pas parler. Je trouve qu'on a les mêmes personnes depuis 20 ans qu'on voit à la TV, qu'on dirait qu'ils se recyclent d'année en année, mais il n'y a pas rien de nouveau. On n'entend pas d'opinions qui sont différentes. C'est encore très underground. C'est un peu wouhou de parler des trucs de la santé ce qui me fait rire surtout par rapport à la santé et l'alimentation, c'est que en 2024, prendre soin de ce que tu manges puis prendre soin de ton corps, c'est vu comme wouhou. Comme si, non, c'est à croire que tu peux toi-même te guérir ou pas attraper des maladies si tu fais attention à ce que tu manges puis à ce que tu fais. Puis je trouve tellement que c'est backwards, là, que t'es comme... ça a toujours été comme prends soin de ton corps puis de ce que tu manges. Responsabilise-toi, en fait. Puis c'est ça qui va avoir le plus grand impact. Puis là, pour une raison, je sais pas pourquoi, depuis une couple d'années, c'est comme rendu backwards. Il y a beaucoup de choses, selon moi, qui sont backwards depuis une couple d'années, mais entre autres ça, puis je t'ai appelé en descendant pour savoir si tu voulais de l'eau, puis je me doutais que tu me dirais que tu n'allais pas boire de l'eau dans une bouteille de plastique, parce que mais j'imagine c'est à cause que toutes les études qui sortent, qu'on entend parler des microplastiques, la dernière chose que j'ai entendu, qu'il y avait comme 5% du cerveau qui était comme rendu avec des microplastiques dedans. C'est quand même fou de penser ça. C'est des choses qu'on n'entend pas puis que c'est exagéré, c'est pas vrai, mais c'est vrai. Là, En fait, ça va beaucoup plus loin que juste la bouteille de plastique, mais on pourra en parler. On peut en parler direct là. Écoute, moi, j'ai un système de filtration à la maison. Puis honnêtement, la seule eau que je bois, c'est pas mal celle-là. Je prends pas d'eau.
le gouvernemental là, ou les municipalités, à moins que tu sois vraiment reculé à l'extérieur dans des régions où il y a des puits, puis que c'est les nappes phréatiques. Mais sinon, là, l'eau des villes avec tous les produits chimiques qu'on met, dans le fond, c'est l'eau qui est réutilisée du fleuve, puis le fleuve, il est magané. Ouais, ça va plus loin que juste l'effet pétrolifère qu'il peut avoir avec, exemple, la chaleur qui est en contact pendant le transport des bouteilles ou c'est tu laisses au soleil dans ton auto, des affaires comme ça qui sont peut-être plus évidentes à comprendre pourquoi que ça pourrait se faire, mais il y a plus que ça. Il y a l'eau qui est contaminée à la base par un paquet de produits chimiques qu'on met dans l'eau pour la rendre potable d'une certaine façon, mais en fait, c'est un peu ça la discussion sur à peu près tout ce qui se passe d'un point de vue du vivant, c'est qu'on détruit tout ce qui est bon pour l'homme, en fait. Les animaux, ils vont dans un champ puis ils prennent de l'eau. Pourquoi nous autres, on n'est pas capable de consommer de l'eau qui est disponible à nous autres? Parce qu'on nous a vendu l'idée que, bon, ben, tu sais, si jamais il y a une bactérie quelconque qui se ramasse dans ton organisme. On a aseptisé beaucoup notre environnement. Exact, exact. Puis ça, c'est un... Tu sais, je rebondis un peu sur ce que tu disais tantôt, mais c'est un choix social. Hein? Tu sais, le Québec, on a choisi d'avoir un système de santé qui est disponible pour tout le monde, qui est payé directement par nos taxes, par nos impôts. Après ça fait des générations de personnes qui pensent qu'il y a un petit oiseau magique qui s'occupe de ta santé. Ben ouais. C'est ça le phénomène. Puis quand tu regardes nos parents puis leurs parents, eux autres, ils se sont complètement déresponsabilisés de ça parce qu'ils disaient, ben écoute, moi je paye de mon salaire, ben quand je vais voir mon médecin, lui il me dit quoi faire. Puis le syndrome de la blouse blanche au Québec est encore plus grand, je te dirais, qu'à n'importe où ailleurs en Amérique. Là. Ouais. Donc, mais tu sais, je pense que aussi, c'est pour travailler moi-même dans le domaine de la santé, ce qui est difficile, c'est que tout le monde a leur champ d'expertise. Puis souvent, la vie va vite, le système de la santé, il craque de partout. Fait que tout le monde qui est impliqué, que ce soit des préposés, des infirmières, des docs, ils font du mieux qu'ils peuvent avec l'information qu'ils ont. Ben oui. Puis des fois, comme ils connaissent très bien leur domaine. Puis après ça, quand ça s'étend dans autre chose, comme j'ai un de mes bons amis qui est orthopédiste, puis des fois, on a des conversations sur le cholestérol, puis comme les choses que moi, je lui parle, il dit « Mais non, ça n'a pas de bon sens, c'est pas ce qu'il a appris, puis tout ça. » Fait qu'on se taquine amicalement, que j'envoie des photos de moi qui mange comme de la viande, du bacon, des avocats avec un foie de veau, puis lui, il me dit que je suis un malade, puis, mais lui, il prend ses SSRIs pour contrôler son cholestérol à 35, 38 ans. Puis, fait que c'est correct. On a chacun notre façon de faire, mais au final, je pense que quand on est trop proche de quelque chose, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'il y a nécessairement autour. On se fie un petit peu à la science. Puis j'entendais sur un de tes podcasts, vous parliez que Charles Poliquin, il disait que la technologie, si tu fais ce qui est dans les livres, t'es 4 Olympiques en retard, ou 2 ou 4. Toi, tu disais 2, puis Yann, il disait 4. Mais, c'est peut-être 3 au final. C'est ça. Mais comme c'est un petit peu ça la science aussi. Tu sais, moi, ma soeur est pharmacienne, puis elle a un bac en nutrition. Puis des fois, on parle de choses, puis comme elle est vraiment calée dans ce qu'elle fait, mais il y a beaucoup de choses qui datent de ce qu'elle a appris de 10 ans. Puis, oui, elle se tient up-to-date, mais il y a des choses dans la science que si tu n'as pas une étude, que tu n'as pas des choses qui te backent, ben ça ne changera pas, puis ça reste comme ça pendant longtemps. Puis je trouve qu'on ne prend pas assez les anecdotes des gens, dire « Hey, moi, j'ai fait ça, puis je me sens bien. » Non, ça se peut pas. T'sais. Ouais. C'est pas. T'as-tu une étude qui te montre? Ben non, mais quand que je déjeune pas le matin, j'ai pas faim. Puis si j'ai le malheur de manger un peu de yogourt avec des granolas ou une toast, 2 heures après, je crève de faim, puis toute la journée, je veux juste manger. Mais si je déjeune pas puis que je mange à midi, je me sens vraiment bien. Ah ouais. Puis là, t'es comme, mais non, ça se peut pas, faut que tu manges. Ben écoute, je sais pas ce que les études disent, mais je te dis que moi, si je jeûne le matin, ma journée, c'est night and day, comment je me sens mieux. Tu sais, mais on s'est fait toujours dire, faut manger les matins, le most important meal of the day, c'est le breakfast. Le breakfast, tout ça, puis t'es comme, finalement. En tout cas, pour moi, c'est non. Puis je prends ma blonde, elle dit, il faut que je mange les matins, ça n'a pas de bon sens. Puis
Je dis, ben, essaye-les, puis depuis qu'elle a essayé ça, elle, c'est la même chose. Là. Si elle mange le matin, hey, à 10 h, j'ai faim, il faut que j'aille à remanger, puis j'ai le goût de manger des collations toute la journée, mais tu sais, c'est fou, là. Mais si tu demandes à n'importe qui est un nutritionniste, ou ils vont majoritairement dire définitivement que, ben non, il faut que tu manges le matin, ça n'a pas de bon sens. Là, ouais, c'est pas ce qu'ils ont appris. Exact. Puis tu sais, juste le terme breakfast, c'est briser le jeûne. Hein, c'est break le fast. Fait que c'est... Il y a des évidences scientifiques de plus en plus qui démontrent que c'est la bonne façon de faire, mais après ça dépend aussi qu'est-ce que tu manges. Si tu remplaces ton yogourt par des œufs, des avocats puis du bacon, exemple, le matin, puis tu te lèves puis tu manges à 9 h, ben ça se peut que t'aies peut-être pas faim avant 2 heures. Puis que le prochain repas, ça dépend encore de ce que tu consommes. Fait que le jeûne intermittent, c'est pas une obligation pour stabiliser, exemple, ta glycémie durant la journée, ce qui est le gros impact du jeûne intermittent puis de une diète plus gras protéines. Mais après ça, c'est un objectif c'est un athlète qu'il faut que tu rentres 4000 calories par jour. Ben, peut-être de faire le jeûne intermittent, c'est peut-être pas une solution. Fait que c'est pas applicable pour tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que dans tous les cas de maladies métaboliques, le jeûne intermittent démontre des bienfaits. Puis quand je parle de maladies métaboliques, j'implique puis j'inclus également les cas de cancer. Fait que si tu t'attends qu'une université au Québec te dise le OK Go qu'il y a de faire le jeûne intermittent avec une diète cétogène, par exemple, va t'aider à réguler des cellules cancéreuses, ben tu vas attendre longtemps et tu vas peut-être être plus là. Donc, c'est là que les Olympiques, tu joues pas avec ta vie. Là. Ben non. Mais quand c'est rendu la santé, puis quand tu parles d'anecdotes, il y a des gens, évidemment, qui ont des sous sur cette planète-là, puis que quand ils voient qu'il n'y a pas d'études qui démontrent, ils vont faire des études d'eau privée, puis après ça peut être falsifié autant que dans n'importe quelle circonstance, mais au moins, après ça, tu peux le tester. Puis c'est pas trop long en nutrition. Là. Tu fais 4 semaines d'un changement alimentaire là, assez drastique, puis tu vas avoir des changements automatiques. Là. Mais c'est ce que j'aimais de quand je jouais au hockey, c'est que tu es tellement in tune avec ton corps que tu es comme une machine. Fait que il y a des étés que tu manges d'une façon, tu essaies de quoi, puis là, oups, non, oui, ou je manque de gaz, ça n'a pas de bon sens. Tu es une machine, tu le sais, ça se passe comme ça. Tu peux t'ajuster, tu peux modifier quelque chose. L'impact, je trouve que c'est ça qui était le fun, c'est que tu dors mal, tu manges mal, le lendemain, tu le sens. Une semaine plus tard, tu t'as senti un changement, puis il y a des choses que tu dis je serais jamais capable de faire ça, puis finalement, tu es comme je suis capable. T'sais, quand j'ai joué en Suède, là-bas, tous nos meals, c'était sans produits laitiers, sans gluten. C'était ça pour déjà, eux à cette époque-là. Leur mentalité, c'était ça. Fait que partout où on allait, on mangeait des carbs, mais il n'y avait pas de gluten, il y avait du riz, il y avait autre chose, puis tout ça. Puis écoute, j'avais perdu 15 ou 20 livres. Là. Juste manger la même quantité, j'étais le même joueur, j'avais rien changé, j'ai juste commencé à jouer en Suède au hockey, puis plus manger de produits laitiers, puis de gluten. Puis j'ai perdu 15 livres, puis moi, c'est une des choses que j'avais remarqué, mes articulations, on dirait que j'étais plus souple, que je me sentais mieux, mais encore là, j'ai pas de preuve de rien. Je fais juste te dire que quand je suis arrivé en Suède, pendant comme les 2 premiers mois, c'était comme le trainer m'a dit hey, sinon, on fait ça. T'es-tu d'accord à embarquer? C'est ce qu'on conseille. Puis, why not? Puis, comme, hey, je me sens vraiment bien. Fait est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais en tout cas, pour moi, ça a marché. On le sait aujourd'hui que les produits laitiers ont été dénaturés, puis le blé qu'on consomme en Amérique du Nord a été dénaturé aussi. Donc, c'est plus à démontrer, mais avant que tu aies un. Mais c'est plus à démontrer, mais. Dans la conversation, c'est de même que j'ai comme parti ça, de dire comme... Mais au Québec, ça l'est encore. Ah ben oui, tout le monde déjeune avec un verre de lait puis une tranche de pain. Là, un de mes chums, on parlait à un moment donné, il y a une couple d'années, quand j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. Puis là, j'étais là, arrête pour déjeuner. J'étais comme, arrête, mange pas. Ben, oublie ça, mais qu'est-ce que tu manges? Ah ben, je prends un verre de jus d'orange, 2 toasts, soit beurre de peanut, Nutella, avec un latte, puis j'étais comme, mais tu te rends compte que tu manges rien? Tu fais juste manger du sucre. T'as aucune. Si tu m'avais dit, non, oublie ça, je peux pas, je mange 3 œufs, des crotons, du bacon, 2 oranges, 4 pommes, je t'aurais dit, ouais, peut-être que tu vas trouver la transition difficile, mais un verre de jus d'orange, puis comme 2 toasts au Nutella, là, crois-moi, tu vas juste voir du positif. Puis il me croyait pas au début, puis j'étais là, t'as quoi à perdre, essaye. Puis comme ça fait 2 ans qu'il déjeune pas, là.
sais, parce que, crime, je me sens vraiment mieux. C'est vrai que finalement, j'ai pas faim. Puis, tu sais, comme. Mais on est tellement ancré dans cette mentalité-là. Puis quand tu parles de ça, vraiment, les gens, t'es wouhou, ça se peut pas, c'est pas de la bonne façon de faire, mais dans les faits, comme, qu'est-ce que tu as à perdre de l'essayer? Je trouve qu'à l'inverse, ben, je pense que si ça va bien dans ta vie, continue de faire ce que tu as à faire. Puis si tu es heureux, puis tu te sens bien, puis tant mieux pour toi. Mais tous les gens qui ont des petits bobos, des petites choses qui reviennent, je suis tout le temps à grippe, comme il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu fais et où que tu manges qui te rend comme ça. Parce que t'es pas supposé d'être tout le temps malade, t'es pas supposé d'avoir tout le temps des maux partout dans le corps. C'est pas de même que t'es supposé d'être. Vraiment pas. On est comme rendu habitué d'être comme je suis comme ça, moi, j'ai pas de la santé comme les autres, j'ai pas eu cette chance-là. Puis t'es comme, on dirait quand j'entends dans l'acceptation, ça, là. Comme pour me un peu. Puis, victimisation un peu. C'est ça. Fait que c'est entre autres ça que je voulais comme parler avec toi parce que dans mon entourage, tu es la personne la plus calée. Là, on a parti direct dans le vif du sujet, mais ton background, si tu veux nous parler un peu de ton background aussi. Je suis pas calé, je me dirais pas calé en nutrition. Par contre, avec les problématiques que j'ai eues dans ma vie, ça a été un sujet qui a été de haut intérêt. Puis moi, je veux tout comprendre dans la vie. Puis ça part de là vraiment mon parcours. C'est que j'avais des douleurs chroniques en bas âge qui m'empêchaient de faire les sports que je voulais faire. Okay. Puis je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Peut-être la construction, peut-être quand tu sais pas quoi faire, t'es un gars, tu t'en vas dans des métiers manuels. Mais j'ai eu tout l'intérêt de démontrer des mouvements sportifs à mes chums ou avec mes cousins, etc., quand même que j'étais jeune. Puis à un moment donné, au cégep, ça a juste déclenché. J'étais en génie mécanique. Puis je suis allé voir l'orienteur, puis il m'a parlé de la kinésiologie. Puis c'est là que j'ai fait, bon, ben écoute, tant qu'à rester au cégep puis pas me retrouver, je vais aller dans un bac qui va me parler. Puis j'étais quelqu'un de très moyen à l'école, mais quand je suis arrivé en kinésiologie, ben là, je pétais des scores. T'étais intéressé. Vraiment, c'est ça. J'apprenais comment le corps humain fonctionnait, puis ça m'intéressait. Puis je faisais même des choses que j'avais jamais faites de ma vie. J'arrivais à la maison le soir, j'ouvrais mes livres, puis je lisais ça à neurosciences. Alors que j'étais un gars qui traînait au parc, faisait du skateboard avec mes chums le soir. Là, je m'en foutais de ça. Puis de fil en aiguille, pendant le bac, j'ai voulu m'aider à travers ça. Parce que je pouvais pas faire des chin-ups, je n'étais même pas capable de m'entraîner, puis j'étais un entraîneur. Fait que j'entraînais du monde, puis j'avais tellement de douleur que moi, la seule chose que j'arrivais à faire, c'était de faire des sports. Mais souvent, comme j'allais faire un sport, ça me prenait une semaine après ça avant d'être capable de le refaire. Mais c'était quoi? C'était une maladie auto-immune? Non, il y avait de la... Oui, je dis non, puis oui. J'avais les deux choses, probablement les deux dysfonctions. Dysfonction métabolique. Donc, j'avais des grosses intolérances alimentaires, des grosses réactions immunitaires à ce que je mangeais. Je m'endormais carrément. C'est sûr que j'étais à l'école, je travaillais, j'étais en stage en même temps, je travaillais beaucoup. Mais c'était pas normal parce qu'aujourd'hui, je fais plus qu'à ce moment-là. Puis je suis plus vieux. Puis... Je veux dire que je passe à travers mes journées sans problème. Mais oui, je mangeais du blé, je mangeais des produits laitiers, du soya, du maïs, toutes les cochonneries qui nous vendent transformées. Puis ça filait pas, man. J'avais pas de juice. Puis je pesais 165 livres à CC1 avec un taux de gras peut-être de 15-18%. Fait que j'avais l'air d'un skinny fat. Skinny fat guy. Skinny fat guy. Mais tu sais, j'étais athlétique. C'est vraiment bizarre. Donc... j'avais ça, cette problématique-là, qui était pour moi l'essence de tous mes problèmes. Parce que quand j'arrivais chez le chiro, chez mon médecin, il me disait, ben écoute, tu fais de l'inflammation, tu commences à avoir les vertèbres sur les scans qui commencent à être affaissées. Tu te fais dire ça, tu as 21 ans, imagine. Là, puis j'ai jamais fait de... Je suis pas un cascadeur, là, aussi, là, tu sais. Je commence la vie, là. Je finis mon développement à 21 ans, là, quand on y pense, là. Puis c'est là que j'ai rencontré un de mes amis puis un de mes mentors aujourd'hui qui était posturologue à l'époque, puis c'était très nouveau au Québec. Personne n'avait jamais entendu de parler de ça, moi-même qui était dans le domaine. Puis il m'évalue. C'est qui, lui? Mathieu Boulay. OK. Puis il était ostéopathe. OK. Puis il avait fait un cours en posturologie, puis ça fait 3-4 ans qu'il utilisait ça comme technique. Puis il m'évalue dans une session, puis il me montre que j'avais une épaule plus basse, que ma tête ne tournait pas d'un côté, puis que j'avais des rotations dans le bassin qui causaient les douleurs que j'avais partout sur mon corps, que mes pieds ne touchaient pas le sol de la même façon. Il me scanne mes yeux, il me fait un test qu'on appelle un test de convergence oculaire pour voir comment les yeux bougent.
puis il montre que j'ai un œil qui est complètement hors du socket, puis l'autre qui fonctionne de façon adéquate. On dirait que dit de même, ça devait être beau. C'était pas joli. C'était pas joli, man. Puis ce que je me demande encore, c'est comment je fais pour performer dans le sport avec tous ces systèmes sensoriels-là qui fonctionnaient pas efficacement. Ben ouais. Puis ça m'a hit. Il y a des gens dans leur vie, ils ont des moments. Là. Ouais. Moi, c'est direct quand j'ai vu mes épaules asymétriques. J'ai dit, OK, le restant de ma vie, c'est ce que je vais faire. Okay. J'avais trouvé exactement le bon filon, comme on dit. Wow. Puis, c'est ça. Après ça, ça fait 13 ans, bientôt 14 ans que je pratique la posturologie. Et à ce moment-là, j'étais au Nautilus Plus. À chaque samedi, j'amenais mes clients voir Mathieu. J'avais 10 heures de booker, puis c'était un client après l'autre. Je voulais non seulement m'aider moi-même, je l'avais testé sur moi, j'avais commencé mes cours, j'avais commencé le protocole, si tu veux, postural. Puis là, je voulais faire bénéficier les autres. Puis là, ma tâche était, je voulais transférer ce que j'avais fait sur moi sur les autres. T'sais, comme on a parlé, la responsabilité première, c'est de prendre soin de soi-même. Puis par la suite, si tu as accès à être bien, puis tu as un surplus d'énergie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'aider ton prochain. C'est la nature humaine. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Peut-être pas que tout le monde est comme ça, mais je pense qu'intrinsèquement, c'est en chacun de nous. C'est juste que quand tu as de la misère à finir ta journée, même quand c'est tes enfants, tu vas avoir de la misère à donner ton maximum. Fait que pour moi, je pense que c'est en nous, ça, d'aider son prochain. Puis ça a été automatique de me lancer après ça dans un genre de combat, de faire changer les choses. Mais ça revient en arrière, je m'excuse, je t'interromps. Oui, vas-y. Fait que là, Mathieu te rencontre. Ouais. Fait que là, il check tes yeux de même, le bassin, puis tout le kit. Puis là, mais il fait quoi? C'est concrètement, c'est pas un chiro, il t'a pas... Non, comme, aucune manipulation. Moi, on dirait que tu me parles, puis ça me parle. Ouais. Fait que, comme moi aussi, je suis fasciné par le corps humain. Fait que là, il se passe quoi, là? Bon, ben écoute, brièvement, la façon qu'on tient debout et qu'on résiste la gravité, c'est par des stratégies entre le cerveau et les muscles, qu'on appelle des stratégies de stabilisation antigravitaire. Fait qu'on a un système dans notre cerveau, dans notre corps, dans notre système nerveux qui nous permet, sans même avoir y pensé, de se tenir comme Yannick Lehous le fait présentement. Puis moi, je me tiens comme Gabriel Wallou. Tout le monde se tient contre la gravité de leur façon. Et ça se passe par le biais d'informations sensorielles qui passent dans les sens que j'ai nommés tantôt. Donc, les pieds asymétriques au sol, c'est la base de support. Si tes pieds sont croches, le reste de la structure, les gens sont capables de comprendre ça parce qu'ils ont déjà vu des maisons qui sont tout croches ou des voitures qui tirent à droite puis à gauche. Si ta fondation n'est pas solide, ben, tout ce qui est à la verticale et qui combat la gravité va être asymétrique. Donc, on a déjà vu des pieds plats. Ben, nous, ce qu'on voit en posturologie, c'est des pieds plats, mais des pieds aussi disharmoniques. Donc, tu as un pied qui est plus plat que l'autre. Ce que ça va causer, ben, c'est que ça va causer une mécanique de mouvement et de stabilisation contre la gravité qui va être évidemment asymétrique sur toutes les chaînes musculaires. Fait que là, tu essaies de bouger après ça, sans douleur, sans tension, en faisant de la performance. Il faut oublier ça, parce que c'est là que ça va commencer à péter. C'est quand le corps va compenser ces mécanismes de déséquilibre-là. Donc, ça fonctionne comme ça. Et ça, c'est la base de la posturologie. C'est vraiment les entrées sensorielles. On corrige les entrées sensorielles, qui sont les pieds. Des trucs de renforcement, flexibilité, pieds, chevilles. Oui, ça va être des exercices carrément. Pas les exercices classiques. Les gens n'ont jamais vu ça. C'est vraiment des exercices de stimulation. Le but, c'est de rendre la connexion entre le cerveau et le muscle, donc toute la portion d'échange entre ces mécanismes-là, le plus efficace possible et le plus symétrique entre le côté droit et le côté gauche. Donc, c'est la neuroscience appliquée à la performance humaine. C'est pour optimiser les fonctions du corps. Et par la suite, bien évidemment, il y a ça vient de la France. Donc, la posturologie classique, qui est la maîtrise des concepts d'exercice au niveau des yeux, au niveau des pieds. Système vestibulaire, la bouche, etc. Tous les capteurs sensoriels qui nous permettent de se tenir érigés contre la gravité. Et par la suite, nous, on a ajouté d'autres principes. Mon collègue Mathieu a étudié en Europe mais par la suite également aux États-Unis. Et c'est ce qu'eux autres n'ont pas parce qu'ils ne parlent pas anglais, puis ils ne lisent pas la littérature ou si tu veux, les gens en neurofonctionnel aux États-Unis qui sont des chiropraticiens formés en neurofonctionnel. Puis eux autres ont une approche également une approche très neurosciences dans leur façon de faire les traitements, d'établir les protocoles pour les clients. Donc, on a ajouté ça à la sauce posturologie. Et dans les 5 dernières années, on a ajouté tout ce qui est les réflexes archaïques. Donc, ça, c'est les gens ont peut-être déjà entendu parler de ça, mais quand on essaie, exemple, de regarder un enfant qui se développe entre 0 et 1 an, c'est l'évolution, dans le fond, des milliers d'années de séquences de mouvements qu'on a engrammées dans notre code génétique qui sont situées dans une partie du cerveau très précise puis qui émergent quand l'enfant
écrits. Et tout ça doit se passer en étapes, en stades de développement très précis, avec des séquences de mouvements très précises. Et si ce n'est pas intégré de façon optimale, il y a des erreurs de développement, puis on retrouve des asymétries, puis les sens fonctionnent de façon asymétrique également. Wow. Donc, c'est de mettre de l'ordre là-dedans, c'est ça ma job. C'est tester les sens, tester la posture, tester ces réflexes archaïques-là, les mouvements primaires qu'on les appelle, parce que le terme réflexe est réservé aux médecins. OK. On peut pas l'utiliser. C'est tabou, ça aussi. C'est tabou. Fait qu'on va parler de mouvements primaires, OK? Donc, c'est des séquences de mouvements qu'on vient tester, voir s'ils sont intégrés. Puis après ça, on donne des exercices ou on fait des exercices avec l'athlète ou le client pour intégrer ça. Donc, le parcours je viens de te résumer là, après 14 ans là, de travail à mettre tout ça en commun. Puis là, ta transition avec je tourne Nautilus, j'entraîne du monde à je me lance dans les athlètes, dans la performance. Comment que ça s'est fait? Ben écoute, ça s'est fait grâce à tout ça parce que du moment où moi, je me voyais jamais même partir du Nautilus à ce moment-là parce que je m'endormais en fin d'après-midi après avoir mangé mon repas avec mes clients. Je me voyais même pas être travailleur autonome. Je pensais même pas que c'était quelque chose qui existait ou de partir à un gym, partir à une compagnie puis d'avoir des partenariats avec un paquet de monde dans le domaine. Jamais c'était quelque chose pour moi qui était même à la portée parce que je me voyais tellement en perte d'autonomie, carrément. Mais là, attends une minute. On revient encore. Là, tu t'endors, tu es au Nautilus. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a parti, mais là, si on revient, qu'est-ce qui est arrivé? Je comprends que là, tu as vu Mathieu, il t'a replacé, mais je veux dire... Pourquoi je suis allé voir Mathieu? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Moi, je veux comprendre qu'est-ce qu'il a fait. On a fait la posturologie. Donc, on a rebalancé les yeux. J'ai fait des exercices de travail oculaire pour avoir une symétrie au niveau du mouvement oculaire. On a utilisé une semelle posturale qu'on appelle. Donc, c'est pas la semelle orthopédique classique qu'on connaît. C'est pas une semelle de support. On ne supporte jamais le pied. Ça, c'est une vraie connerie. On pourrait passer un podcast complet là-dessus, mais il ne faut pas supporter quelque chose qui est faible. Je te mettrai jamais un gant qui va tenir ta main comme ça, tu seras plus capable de bouger. Puis je te l'enlève après 2 mois, ta main ne fera plus grand-chose. Il va y avoir de la rigidité. Donc, les pieds, ce qu'on veut faire, c'est les stimuler. C'est probablement l'endroit sur ton corps que tu veux qu'il soit le plus efficace à bouger parce que c'est le seul contact antigravitaire. Donc, à la limite, tes mains, tu les utilises au quotidien, prendre des choses, mais tes pieds, tu es tout le temps dessus. C'est fait pour sauter, courir, changer de direction, t'appuyer, te stabiliser. Donc, c'est fait pour bouger. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est le contraire. C'est une semelle de stimulation. Il y a un biorésonateur à l'intérieur de la semelle. Donc, le gros de la job de la semelle posturale, c'est un petit résonateur au centre du pied. Il y a des études des années 80 qui étaient faites par Jean-Pierre Roll. Les gens peuvent aller vérifier où on mettra le lien. C'est un lien que je garde tout le temps près de moi parce que les gens qui veulent challenger, évidemment, il y a eu des études qui ont été faites. Puis ce chercheur-là, ce qu'il faisait, il stimulait différentes régions du pied. Il était sur une plaque de force, connecté à un ordi. Puis dépendamment des fréquences qu'il allait stimuler sur quelle région du pied, il y avait des mouvements dans l'espace du corps. Ils ont trouvé une zone antigravitaire en dessous du pied. À 90 Hz sur cette région-là, le corps s'allonge, comme si tu t'envolais. Les stats se mettent à monter dans les airs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le spot antigravitaire. C'est l'endroit où tu stimules cette région-là à 90 Hz. Le corps revient à son point zéro. Le point où on est supposé tous être. Un ballon entre l'avant et l'arrière. Pas trop en avant, pas trop en arrière. Le centre de masse de ton corps. Donc, on utilise cette semelle-là pour réintégrer tous les processus naturels du corps. Donc, la fonction des yeux, la fonction des pieds, les fonctions au niveau des mouvements primaires. Elle nous sert de carte mémoire de la posture. Si tu ne changes pas comment ton pied perçoit le sol, c'est une carte mémoire de ta dernière posture que tu as eue. Puis si ta posture est tout croche, quand même que je te réintègre les yeux, que je fais n'importe quoi sur ton corps, les pieds, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'avoir la semelle. Les gens disent « Ouais, mais faites les exercices primaires, faites les exercices oculaires. » Non, on ne peut pas. Parce que le pied est en contact avec le sol constamment. Et si tu ne changes pas comment le pied perçoit le sol de façon permanente, tu n'auras pas les changements qu'on recherche sur le système. Et c'est ce que beaucoup ont essayé de copier par la suite. Les gens ont essayé de faire leur propre semelle avec une autre résonance. Les gens ont essayé de faire pas de semelle pantoute. Même encore aujourd'hui, des gens que Mathieu et moi, on a formés dans les dernières années, ont essayé de créer leur propre système où ils utilisent les mêmes concepts, mais ils n'ont pas la semelle posturale, mais ils n'ont pas les résultats. Et les critères de normalité pour la posture sont extrêmement précis. On a un système maintenant qui s'appelle Biotonix Posture, qui est un scan, c'est un software. Puis on prend 3 photos de 3 de profil de face et de dos. Puis c'est tout validé à l'université.
Donc, chaque chiffre qu'on sort de là, c'est pinpoint ce que c'est. Et c'est au degré, au millimètre près. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la perfection. C'est pas. C'est comme une voiture de course. Mm-hmm. Tu sais, tu as une F1 que tu veux mettre sur la course, Yann. Tu veux pas qu'elle tire un peu à gauche puis dire ah, c'est quoi, on va la laisser de même. Mais ouais. Non, tu la veux parfaite parce que c'est ça qui fait peut-être la différence entre la 16e et la 2e place. Puis après ça, ben, moi, au quotidien, oui, je travaille avec des athlètes prioritairement, mais j'ai des gens aussi qui cherchent juste à retourner dans le sport. Tu sais, tu as pris ta retraite, tu dis écoute, je veux faire du vélo, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais le monde a mal. Mm-hmm. Ils recommencent le sport, mais ils ont mal à quelque part, puis là, ils se disent ah, écoute, peut-être que je suis rendu trop vieux, ils se trouvent des excuses, ils se victimisent, comme tu disais tantôt. Mais les gens qui veulent vraiment prendre soin d'eux, puis qui veulent performer dans ce qu'ils font au quotidien, pour moi, c'est tout le temps ça qui m'intéresse. Même si je joue pour le plaisir, je veux performer quand je joue pour le plaisir. Il n'y a personne qui va aller jouer au hockey avec sa gang de chums, se faire lessiver 12-3, puis il dit hey, j'ai eu du fun aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. C'est ça. Tu sais, fait que moi, au quotidien, ce que je prends, c'est des athlètes ou des gens qui sont prêts à faire, exemple, un 8 à 10 minutes d'exercice par jour pour optimiser leur posture puis leur fonction motrice puis être capable d'avoir la longévité aussi dans leur sport et dans leur vie, évidemment. Le but, c'est pas de dire, écoute, tu vas vivre jusqu'à 100 ans en faisant la posturologie, c'est de vivre jusqu'à 85. Mais à 85, tu vas être encore capable d'aller jardiner puis de faire du vélo puis de jouer avec tes petits-enfants puis de vivre ta vie. Donc. Fait que Mathieu, il te prend, là, il travaille ta posture, ces choses-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent ou c'est ta posture que, juste à cause de ça... Tout change. Ma vie change au complet parce que du moment, puis ça, c'est... Tu sais, encore là, je pourrais te parler de ça, mais il y a un lien... À cause que tous les mouvements primaires puis la posture se fait dans le développement de l'enfant entre 0 et 1 an. Puis j'insiste sur 0 à 1 an parce qu'il y a le 9 mois également dans le ventre de la mère où il y a un paquet de trucs qui se passent à ce moment-là, hyper important. Un peu, ouais. Pas mal. Puis pas juste pour la sphère posturale, mais pour le développement du cerveau, pour le développement du cerveau émotionnel. Hein, il y a différents types, on peut le définir en différentes parties, le cerveau. Et c'est sûr que quand toute ta vie, tu te sens limité, ben, il ne faut pas s'attendre que, mettons, dans ta vie adulte après ça, que momentanément, ben, tu te bâtisses une carrière phénoménale. Il va falloir qu'il arrive quelque chose dans ta vie qui te permette de faire comme non, je suis plus limité, puis d'autres horizons s'ouvrent devant moi. Puis c'est ça qui m'est arrivé quand j'ai commencé à plus avoir mal, puis je me reprendre en main d'un point de vue physique, puis d'être capable de faire ce que les autres entraîneurs faisaient autour de moi, d'être plus performant à 25, 26, 27 ans dans les sports, alors que j'étais plus vieux puis que j'avais moins de temps pour m'entraîner que quand j'étais jeune. Ben pour moi, c'était OK, là, je voyais comme ma vie pouvait s'améliorer, pas se dégrader comme on m'avait dit quand j'allais chez le médecin, puis on me disait, puis tu sais, c'est rien envers les médecins. Et comme tu disais tantôt, chacun a son endroit. Des médecins généralistes, je ne m'attends pas à ce que lui soit apte à me dire ben, quel sport tu peux pratiquer. Lui, il voyait que j'avais mal, puis je revenais tout le temps pour les mêmes raisons. Il m'envoyait voir un physio, etc. Ça ne marchait pas vraiment. Après ça, il me disait écoute, il faut peut-être falloir que tu slack sur telle affaire. Tu dis ça à un kid de 16-17 ans qui joue au hockey, puis c'est ça sa vie. Tu t'aurais fait dire ça, probablement que tu aurais fait la même chose là, sur cet âge-là. Donc, c'est ça qui a majoritairement changé, c'est l'aspect psychologique également, de faire comme, OK, je reprends en charge mon corps. Et c'est ça qui se passe pour la majorité des gens qui rentrent dans mon bureau depuis 14 ans aussi. Ça fait 30 ans qu'ils ont mal au dos, puis tout à coup, ils n'ont plus mal au dos. C'est rendu une identité, Yann, d'avoir mal au dos. Ils se présentent, puis moi, c'est Jacques, j'ai mal au dos. C'est rendu ça leur vie, c'est qu'ils ont tout le temps mal, puis honnêtement, c'est comprenable. Moi, je l'ai vécu, là. Puis c'est pas facile de passer ta journée à dire, ben écoute, là, je veux faire telle activité, mais je peux pas. T'engages quelqu'un pour pelleter ta cour parce que t'es pas capable de le faire puis t'as 45 ans. Ben, c'est pas normal. C'est rendu commun dans la société, mais c'est pas normal. Donc, moi, majoritairement, les grosses choses qui ont changé, c'est les possibilités qui s'offraient à moi parce que là, je reprenais en charge mon corps. Et bien, évidemment, il y a toute la sphère métabolique aussi que j'ai commencé à travailler en même temps et qui m'a donné le vent dans les voiles, comme on peut dire. Ben, j'ai rencontré, Mathieu m'a fait rencontrer quelqu'un d'autre qui, lui, faisait de la naturopathie, était formé en médecine fonctionnelle aux États-Unis, avait fait sa biosignature avec Charles Poliquin, qui était un test de pincée, qui avait des liens avec certains systèmes de ton corps. Puis quand tu fais les tests de pli, c'est comme si tu faisais, je comparerais, mettons, un test sanguin sur une photo que je prends de Diane aujourd'hui. Les pincées, c'est un album photo de Diane. C'est
comment ton système s'est érigé sur l'ensemble de ta vie. Les désordres que tu as, les bonnes choses que tu as, etc. On peut avoir de l'information sur certaines hormones de ton corps, certains systèmes qui pourraient être bloqués ou pas, juste avec où est-ce que tu stockes plus de gras que d'autres endroits. Donc ça m'a permis après ça, évidemment, ça n'a pas été parfait de ce moment-là, mais ça a été une porte d'entrée pour moi pour comprendre comment le corps humain fonctionnait, puis de me dire, OK, j'ai des intolérances alimentaires, il faut que j'élimine ça de mon alimentation, puis commencer à retrouver un fonctionnement plus normal au niveau de mes systèmes. Puis tes intolérances alimentaires, c'était des allergies? C'est comment que tu as fait pour trouver que tu as trouvé ça? Tu as fait des tests d'allergies, des affaires comme ça? À l'époque, j'ai fait un test d'intolérance alimentaire aux États-Unis, parce qu'ici, ils testent les IgG, OK? C'est des réactions inflammatoires au niveau cellulaire, puis de ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est que c'était pas précis. Tu pouvais... Il y a tellement de... Ils appellent ça des cross patterns, là. Tu peux manger, exemple, du brocoli, puis il y a une molécule active dans le brocoli que c'est la même chose que le poulet. Comme moi, les cerises, des pêches, tout ça. Comme des familles, c'est ça, tu vas avoir des cross-molecular reaction, je ne sais pas le terme en français. C'est bien correct, tu l'as bien bien dit. Tu vas avoir des effets, même si ce n'est pas l'élément que tu réagis dessus. Ouais. Mais tout ça, au final, ça ne sert pas à grand-chose de parler des intolérances parce que moi, je ne crois plus vraiment à ça. Là. À l'époque, comme je te dis, c'était une porte d'entrée. Ce qu'il faut souvenir, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le problème mondial en ce moment, c'est la toxicité. Mm-hmm. C'est la toxicité du corps humain qui est problématique. La toxicité environnementale. C'est pas pour moi, c'est pas les changements climatiques. Il y en a des changements climatiques, mais le vrai problème, le vrai enjeu, c'est la toxicité environnementale. Donc, on est en train de tuer le vivant, puis de rendre tout synthétique. Même, ils veulent nous rendre la viande là, de laboratoire. Donc, on est en train de tout modifier, en fait, qu'est-ce qu'on consomme comme nourriture, même l'eau, etc. Et évidemment, on n'est pas conçu pour ça. Et évidemment, ça fait en sorte qu'on endommage notre ADN, on endommage les fœtus, on endommage les prochaines générations d'humains qu'on construit. Puis ça, c'est juxtaposé exactement sur ce que je mentionnais par rapport à la posturologie. Moi, je le vois parce que quand j'évalue quelqu'un qui a 80 ans, qui est d'ancienne génération, leur développement moteur est pas mal plus adéquat. Ils commencent à avoir des problèmes en fin de vie, alors que je retrouve ces problèmes-là et bien pire sur des kids de 6 à 7 ans. Des dégénérescences au niveau du cerveau, des non-acquisitions de trucs de base sur des enfants qui sont supposés d'être des machines. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un pays où tu as accès à tout. Puis, si tu vas aller faire de la gymnastique, du karaté, puis du hockey, puis n'importe quoi, on a accès à faire n'importe quoi pour développer son corps. Mais les acquis de base qui se passent entre 0 et 1 an, il y a tellement d'erreurs qui sont faites, il y a tellement de problématiques dans même juste la mère qui porte l'enfant qu'on crée beaucoup de problèmes pour ce fameux développement-là par la suite. Non, c'est fascinant. Puis quand tu dis qu'il y a des choses qu'on fait entre 0 et 1 an, sans rentrer, j'imagine, ça aussi, ça pourrait être une conversation de 8 heures, mais c'est quoi les principaux erreurs que tu vois ou que les gens font qu'on ne sait pas, mais qu'on fait bien malgré nous? Écoute, moi, je vais parler de ce que je connais. C'est sûr, évidemment, je pourrais parler de tout ce qui est alimentation, style de vie pour la mère quand elle apporte l'enfant, mais c'est tellement des trucs que c'est pas mon domaine, que je me sens pas nécessairement à l'aise de parler de ça. Mais définitivement, mon domaine, c'est quoi? C'est le développement moteur, c'est la posturologie, c'est l'entraînement athlétique. Fait que je vais parler de ce que je maîtrise à 100%. C'est la verticalisation trop rapidement. Donc, un des impacts premiers, ça va être de faire en sorte de motiver l'enfant puis de structurer son environnement pour qu'il se lève en position bipodale le plus rapidement possible parce que c'est ce qu'on espère. Hein, l'enfant il a marché de tôt. Exact. Il a marché. Il a tout skippé ses stades de ventre au sol puis de développement de son arche de pied avec la poussée du gros orteil et la connexion des chaînes musculaires droite-gauche, la verticalisation de son corps pour les chaînes posturales, de développer chacune des vertèbres là, pour qu'elle s'aligne comme il faut contre la gravité. Tu as besoin de temps pour faire ça. Tu as besoin de temps ventre au sol. Et c'est un gros erreur qu'on fait en Amérique du Nord avec la pression et surtout les types de jeux d'enfants qu'on utilise pour verticaliser les jeunes, que ce soit les jumpers, exactement. Donc, ça, c'est un gros impact. Et les souliers,
Donc, de ne pas laisser l'enfant, exemple, bouger avec son pied nu-pied pour tout ce qui est la manipulation des orteils, le développement. Bottines bien stiff. Ben, ça, c'est cute. Bien stiff. La semelle, là, comme plus stiff que nos propres souliers. On va y supporter sa cheville au kid parce qu'il tombe tout le temps. C'est ça. Tu sais, il y a 8 mois. Mais c'est fou, hein, parce que tu dis ça, puis ça me fait penser. Tu sais, comme j'ai quand même été chanceux dans ma carrière de joueur de hockey, mais j'ai pas été. J'ai été blessé, mais j'ai pas été blessé comme d'autres l'ont été. Ouais. Tu sais, puis souvent, tu vois ça, puis tu sais, comme moi, jeune, jusqu'à junior, là, j'attachais pas mes patins. Tu sais, mes patins, là, comme j'étais quasiment capable de les enlever sans les détacher. Tu sais, comme. Tu sais comment c'est fait un patin de hockey, là, sortir 100%. ton pied de là, c'est à peu près impossible. Là. Mais j'étais quasiment. Ils sortaient presque au complet sans les détacher. Puis là, à un moment donné, ben, quand je suis arrivé junior, cette lousse-là, c'était un peu comme les changements de direction rapides. Les mises en échec, etc. Le power que ça donne quand même d'avoir un patin sans être trop serré, mais quand même serré. Puis j'ai toujours joué quand même encore aujourd'hui, j'attache mes patins comme. Il y a des gars qui ont les doigts fendus. Les gars tapaient leur patin pour que la cheville bouge pas. En plus, puis tout ça. Puis comme ben de ces gars-là ont eu des problèmes de cheville. C'est sûr. Ont eu des problèmes d'aine. C'est sûr. J'ai jamais eu de problème d'aine. Je me suis blessé à l'aine, j'ai tiré ci, j'ai tiré ça. Puis tu me parles de pieds puis tout ça. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça. Marcher nu-pied partout, les patins lousses, les souliers pas attachés. C'était tout le temps « attache tes souliers », juste parce que ça a l'air sloppy. C'était plus le côté... peut-être qu'à l'époque, je trouvais juste ça cool d'avoir l'air comme un peu sloppy. Puis c'était ça ma personnalité de jeune. Mais je me rends compte aujourd'hui que ça m'a servi de ne pas avoir comme ça. Puis mon plus vieux, lui, il aime ça. Se sentir supporté, tu sais. Ouais. Puis je suis tout le temps en train de dire arrête de serrer tes souliers de même, tu sais, il y a un pied un peu plus étroit, puis ses souliers là, quasiment, tu sais, il veut que ça se touche, puis je suis tout le temps arrête de serrer tes souliers, mets ça lousse un peu, puis promène-toi nu-pied, puis tout ça, puis là ben d'année en année, c'est de mieux en mieux, mais comme je suis certain, j'ai pas de preuves, encore une fois, il faut se fier aux anecdotes comme on parlait tantôt, mais je suis certain que ça a un impact de ne pas m'avoir blessé aux chevilles jamais. C'est contre-intuitif de dire le gars, il n'a jamais attaché ses patins de sa vie, puis il n'a jamais été blessé aux chevilles. Puis les gars qui serraient ça, même j'ai 2 œillets que je n'attache pas de mes patins, les 2 derniers. J'ai comme quasiment un soulier dans les pieds. C'est tout ça que j'ai toujours fait. Puis je pense de changer du jour au lendemain, assurément, c'est pas bon, mais quand tu l'as fait depuis toujours, c'est plus facile de le faire. Ton corps, toutes tes chevilles sont habituées. Puis, tu sais, comme toutes ces petites blessures-là, tu regardes tous les gens qui ont des semelles orthopédiques, puis des bottes, puis il se foulait une cheville. Ouais, mais comme. Il fâchait le plantaire. Comme c'est à cause de ça. Ouais. Tu sais. Ben, déjà, c'est un signe d'un bon développement. Pour moi. Tu sais, je travaille, tu le sais, avec des joueurs de hockey au quotidien. Puis déjà, quelqu'un qui me dit moi, j'aime pas ça avoir ma cheville qui est scindée avec le reste du corps. Ben déjà là, moi, je suis content. Parce que je le sais qu'en dessous de ça, il y a un pied qui est capable de faire sa job, de stabiliser la cheville. C'est l'arche du pied qui fait ça. C'est les orteils au sol qui vont se contracter, qui vont te permettre d'avoir une solidité au niveau de la cheville. Quelqu'un qui tape sa cheville, puis qui ne peut pas patiner sans être comme ça, puis écoute, les exemples sont nombreux. Tu fais comment pour transférer ta force dans la glace? C'est juste la jambe qui patine. Ouais. Tu n'as pas de flexion dorsale, tu n'as pas de flexion plantaire. Voyons donc. Fait que c'est des gars qui courent sur la glace au lieu de transférer. Puis écoute, je suis pas un expert en patin. Moi, c'est tout ce qui est salle d'entraînement, mais je comprends tellement la physique derrière tout ça que pour t'avoir vu patiner, si je me trompe pas, à ton époque, tu avais un bon coup de patin. Peut-être pas un des plus rapides, mais en termes d'agilité sur patin, tu te déplaçais de façon fluide. C'était un peu ta marque de commerce avec ton lancer. Exact. Ben, tu sais, ça va de pair. En plus, c'était pas à une époque où tu avais des coachs de power skating. J'ai jamais fait de power skating de ma vie. C'était au parc comme tous les kids de cette époque-là. Puis mon père, c'est sûrement pas ça qu'il pensait à l'époque, mais attache tes patins. Depuis que j'étais novice, j'attachais mes patins. Fait que c'est sûr que c'est parti de là. J'attachais mes patins. Je savais pas tu le faisais toi-même. Je le faisais moi-même. Fait que je peux pas serrer plus que serrer. Ben non. Et puis écoute, je m'en souviens encore. J'ai pas une bonne mémoire tant que ça, là.
Mais je me souviens, j'étais à Rodrigue-Gilbert à Pointe-aux-Trembles. Puis là, il y a un coach qui veut bien faire. Puis là, il dit tes patins sont ben trop lousses. Puis là, tu sais, comme, écoute, je dois avoir 5 ans. Là. Je suis novice, je suis tout petit. Là. Encore, je le vois à ce moment-là. Il m'a tellement serré les. J'étais embarqué, j'avais mal aux chevilles, tu sais, ce que ça plie. Là. Puis là, j'étais allé au banc, j'étais comme, je suis plus capable. J'ai détaché mes patins. Puis à l'avenir, il m'a plus jamais rattaché mes patins. Mais tu sais, comme, à ce point, ça m'a marqué. Mais lui, il faisait ça à tout le monde. Là, tu sais, il attachait les patins. Avec des patins mous en plus. Un bon papa, là, tu sais. Il faisait pas ça pour mal faire. Ah oui, c'est ça, tu sais, on attache les patins, puis on tête ça. Puis écoute, c'est un des seuls souvenirs, je pense, que j'ai de cette année-là dans ma vie. Mais comme il m'avait attaché les patins ben trop serré, puis non, ça le faisait pas pour moi. Puis je pense que, tu sais, aussi, tu sais, je me souviens à l'époque, Ribeiro, il était un peu sloppy aussi, tout ça. Très ouvert à la cheville. Mais tu sais, il y avait les patins aussi lousses, tu sais, comme c'est souvent, comme je pense que ça donne cette agilité-là. Puis, regarde le gars, à son 16, avec... Écoute, c'était pas un gars qui avait un patin en plus. Il y avait une agilité sur patin, mais il n'était pas rapide. Aucune vitesse. Il avait des super mains, lancé bien correct. Puis écoute, il a fait eu des saisons de 80 points dans la Ligue nationale. Puis quand même, ça a duré quand même longtemps. Là. Fait que pour moi, là, l'essence de tout, en fait, c'est le développement moteur. Puis c'est plate, mais si tu manques ta job entre 0 et 1 an, c'est plus complexe après ça, refaire l'intégration. Heureusement, maintenant, il y a des gens comme moi qui se spécialisent là-dedans, puis qui sont capables d'intervenir, mais c'est jamais comme ça a été fait de la bonne façon dès le départ. Là, mais tout est possible. Tout est possible d'intégrer. On a des gens qui sont plus proches de la fin dans leur vie qu'au début, puis on les ramène là, avec des fonctions motrices vraiment supérieures à ce qu'il y avait 20, 25, 30 ans avant. Très cool. Puis l'impact que tu as quand tu arrives avec des joueurs de haut niveau. Parce que là, les gars, ils ont quand même un acquis qui est pas pire. Tu sais, oui, il y en a des gars qui sont croches puis tout ça, puis ça fait partie de la game. Mais est-ce que tu dans ton entraînement, priorises-tu ces gars-là? Ils font-tu vraiment comme un bon moment qu'ils font comme pas grand-chose, tu sais, comme pour le temps de réassimiler tout ça? Ou tu parles de Desmotech, je t'entends parler des trucs, ces machines-là que tu utilises pour un peu combiner ta posture avec être capable aussi de t'entraîner 100%. Pendant cette... Oui, parce que les appareils Desmotech qui sont des appareils isoinertiels, Desmotech, c'est la compagnie, mais c'est une compagnie italienne qui rend vraiment la machine très rapide. Donc, le principe de ces machines-là, c'est que c'est un mouvement excentrique. Donc, la descente, exemple, sur un squat ou la descente sur un chin-up, exemple, mais de façon rapide. Donc, ça reproduit un mouvement sportif. Quand tu accélères sur la glace, ta jambe revient. Quand ta jambe revient, puis qu'elle descend avec la gravité puis la force du mouvement de changement de direction entre la jambe droite et la jambe gauche, ça se fait de façon hyper rapide. Puis pour contrer ces forces-là, les gens regardent, c'est les jambes qui travaillent. Non, c'est pas juste les jambes qui travaillent. Il y a tout le tronc qui se braisse à ce moment-là pour contrer les forces qui vont faire en sorte que si jamais tu n'étais pas capable de contrôler ça, ben, tu tomberais à terre ou tu te lancerais d'un vide de l'aréna. Dans n'importe quel sport, ben, tu ne serais pas capable de contrôler ton geste. Donc, ces machines-là reproduisent le mouvement sportif. Et évidemment, étant donné que c'est des flywheels, donc c'est des disques, tu peux jouer avec la puissance que tu vas dégager en changeant les disques. Plus ton disque est lourd, plus que le mouvement est lent, puis plus tu reproduis un peu un entraînement style avec une barre et des charges. Plus tu mets des flywheels qui sont légères, plus tu vas pouvoir accélérer ton mouvement et plus là, ça va être intéressant parce que plus tu es rapide, plus il faut que tu travailles ton timing. Donc, il y a cet élément-là que tu n'as pas dans n'importe quel autre type d'entraînement à part l'haltérophilie, que tu as peut-être déjà fait dans ta carrière. C'est mon training le préféré. Les mouvements olympiques, c'est ça qui est le fun, c'est que si tu n'apprends pas la technique, il n'y a pas de transfert. Fait qu'il faut que tu sois vraiment parfaitement techniquement pour qu'il y ait un transfert sur la glace. Puis souvent, les coachs qui sont à un haut niveau en entraînement pour les préparateurs physiques pour les joueurs de hockey, ils n'ont pas le temps. Tu sais, tu as 6-8 semaines de préparer un gars, tu ne vas pas enseigner à faire un clean and jerk, là. Parce que le temps que tu enseignes ça, il n'a pas monté sa force, il n'a pas monté sa puissance, il a juste appris à faire la technique. Donc, idéalement, c'est inclus, comme en Russie ou à certains autres endroits dans le monde, ça va être inclus dans la préparation des jeunes athlètes. Ils commencent à apprendre ces mouvements-là pour qu'ils utilisent ça le reste de leur carrière. Mais ici, évidemment, que ce n'est pas institutionnalisé, donc on n'a pas ça. Mais tout ça pour dire, c'est qu'avec ces appareils-là, on reproduit un peu le mouvement d'haltérophilie, mais sans le côté technique. Là, ça devient juste concentré sur le timing.
Et le timing, c'est comme ça que le cerveau apprend le geste sportif. Quand tu veux faire un lancer efficace, exemple au baseball ou au hockey, ce qui va faire en sorte que toi, tu as un meilleur lancer pour le même niveau de force, c'est que ton timing de contraction musculaire, quand tu fires ton système nerveux vers les muscles, l'entrée sensorielle, comme on parlait tantôt en posturologie, ben, ça va faire en sorte que ton lancer va être plus efficace pour le même niveau de force, les deux. OK. Tu prends deux jumeaux un à côté de l'autre. Il y en a un qui a un meilleur développement moteur, qui fait de la posturologie, qui a les yeux convergent, les pieds sont connectés au sol. Ils ont pratiqué le même nombre de lancers au sol. C'est sûr que celui qui est bien connecté à son corps va avoir une meilleure vélocité que l'autre à côté. C'est dans ce sens-là que je mentionne ça. Donc, cette approche-là, évidemment, de combinaison de tout le travail neurologique pour la performance, fait en sorte qu'on peut prendre un gars qui a toute sa carrière de la misère à prendre un lancer au filet, puis on peut reconnecter les bons réflexes, les bons mouvements primaires, s'assurer que l'entrée sensorielle est efficace, puis après ça, reconditionner les mouvements, les mouvements rythmiques qu'on a besoin, pour exemple, les chaînes musculaires que tu as besoin de faire un lancer, on peut le faire dans la salle d'entraînement. Malade. On peut cognitivement te rendre plus... créer de meilleurs accès pour n'importe quelle tâche que tu vas accomplir. Je prends l'exemple du hockey, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc, c'est vraiment, écoute, c'est extraordinaire. Cool. C'est un changement complètement de paradigme, évidemment, dans la préparation physique pour nous autres. Là, vous autres, la façon que vous êtes installés, là, je sais que tu fais ton podcast avec Yann Joseph, entre autres. C'est quoi donc le nom de ta compagnie ou de la compagnie dans laquelle le Planète Hockey ou donc, moi, mon entreprise, c'est Athletic One. Ça, c'est mon centre d'entraînement. Ouais, OK. C'est là où le laboratoire, où on combine, en fait, tous ces principes-là ensemble. C'est là où tout a commencé. Ça, vous êtes où? Je suis à Dorval. Okay. Dans le centre quartier hockey. Donc, c'est une place de développement pour joueurs de hockey. À Dorval, Enrico Ciccone, qui était mon premier podcast qu'on a fait. Nice. C'est son comté. Fait qu'on va envoyer, on enverra Enrico. Il me disait qu'il était blessé de partout. Là, fait qu'on va l'envoyer chez vous. Il faut que ça passe par des gars comme ça. Ouais. Parce que lui, il est dans la politique. Si on veut faire changer les choses avec une plus grande masse, il faut qu'on ait accès à des gars comme ça qui comprennent. On en parlait pendant le podcast l'autre fois. Il me disait le budget pour le sport au Québec, c'est 178 millions. C'est ça le budget. Mm-hmm. Puis on parlait que c'était pas assez. Puis que le sport, il est dans un gouvernement qui n'est pas à bonne place. Il devrait être avec la santé. Oui, en prévention. Parce que tu fais un volet prévention. Sport, ben oui, c'est clair. Tu es actif, c'est sûr que tu es en prévention. Puis ça fait un segue un peu avec l'alimentation pour moi. Là, je trouve que c'est vraiment important aussi. Puis je pense que c'est une des choses, on le voit là, beaucoup là, avec le Ozempic de ce monde. Ce que ça coûte au gouvernement de fournir ça à tout le monde. Si on avait juste une portion de ce que ça coûte à quelqu'un mis dans un encadrement avec quelqu'un comme toi ou juste avec un nutritionniste, juste la base. Exact. Là, comme juste un minimum de consultation, de knowledge, de comprendre que c'est pas parce que c'est écrit low fat sur tes biscuits qu'ils sont bons pour la santé. Mais tu sais, comme aux États-Unis, ils appellent ça le Standard American Diet. On est un peu mieux au Canada. Je pense qu'aux États-Unis, on est un petit peu plus strict sur certaines choses. Mais tu sais, on n'est vraiment pas là. Puis notre système de santé, il craque de partout. Les gens, ils ont mal partout, des problèmes d'arthrose, toutes des maladies inflammatoires qui, selon moi, peuvent être guéries. Pas tout le monde. Il y a toujours des exceptions. Des cas extrêmes, mais majoritairement, les gens, ils seraient bien mieux servis de se prendre en main que de juste dire « Ah non, comme ça, une pilule, puis change-moi le genou. » Puis je suis dans ce domaine-là, des prothèses d'épaule, de hanches, de genoux. Il y a des problèmes de pieds, chevilles, comme c'est non-stop. Je veux dire, je manque pas de business là, dans le day-to-day. Non, là, ça c'est clair. Mais c'est fou de voir comment les gens, encore une fois, c'est toujours des anecdotes, puis c'est wouhou, puis c'est un cas parmi tant d'autres. Moi, j'y crois pas, mais quand les gens, hop, ils changent de quoi dans leur alimentation, ils font attention, ils se mettent à bouger. C'est drôle, c'est comme par magie, comme « Ah, j'ai plus mal. » Ah, ben oui, c'est drôle. Tu sais, comme Ozempic, qu'est-ce que ça fait? Ozempic, ça coupe l'appétit. C'est tout. Fait que dans le fond, si tu manges moins, tu perds du poids. Eh bien, intéressant.
J'aurais pu te dire ça sans que tu ailles apprendre ça. C'est intéressant. Ça fait plus que ça, Ozempic, par exemple. Non, je sais, mais ça a des effets hormonaux sur l'insuline assez majeurs. Mais tu sais, en voulant dire comme l'aspect, c'est juste je mange moins, je perds du poids. Exact. Mais aussi, tu perds du muscle. Je pense qu'il y a plus d'effets négatifs. Ouais. Mais je pense aussi que ça peut être un bon starter point pour quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'être bien coaché, qui s'est laissé aller pour des raisons, peu importe les raisons au fil des années, puis que là, il pèse 300-400 livres. Mais d'avoir une petite win au début, de dire « Ah, hey, j'ai perdu un petit peu de poids », peut-être que ça va l'aider à repartir la machine, un peu comme toi, tu avais eu juste une petite victoire. Puis c'est vrai que ça peut aider, je dis pas que ça peut pas aider personne, mais je pense que là, maintenant, c'est trop utilisé pour qu'est-ce que c'est. Quand dans les faits, fait juste comme mettre de l'effort. Les gens veulent pas travailler pour ça. Puis là, en fait, les médicaments sont offerts. Si tu fites les critères, on va te nourrir au Ozempic. Mais juste pour une anecdote, j'ai un de mes clients, je peux le nommer, il s'appelle Robert Godin. C'est celui qui a fondé les Guitares Godin au Québec. Okay. C'est un monsieur qui a travaillé toute sa vie comme un malade mental, s'est jamais occupé de lui. Puis ça a accompagné dans les dernières années, ça fonctionne très, très bien. Il est passé de... On survit à une des meilleures compagnies de guitare dans le monde, là, juste te donner une idée. Okay. Puis il est venu nous voir, référé par son médecin, parce qu'il voulait prendre sa retraite, mais ça allait pas. Il y a des difficultés de marcher, etc. Une dégénérescence au niveau du cerveau, causée par 35 ans de diabétique. Jamais fait de sport, jamais bougé. Remplacement de hanche. Un cas classique que probablement, là, on en a des milliers là, de gens qui peuvent écouter puis relier à ça. On a commencé 8 mois, 4 fois par semaine, strength training, comme ça serait un athlète. Mais évidemment, avec ses charges, puis avec la posturologie. Puis ce gars-là, en 9 mois, a arrêté complètement sa supplémentation, sa médication. Wow. Complètement. Wow. Diabétique depuis 35 ans. Il y avait 73 quand on a commencé. Faites le calcul. Ça faisait un méchant bout, là, lui qui avait des problèmes. Là. Donc, en 9 mois de strength training, aucun changement nutritionnel. Tu sais, là, il n'a pas voulu parce que une ancienne garde, là, lui, là, ça il prenait le même déjeuner du matin, comme tu as mentionné tantôt. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, ben écoute, donne-moi ça pour cette période de temps-là, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Moi, mon but, c'était pas évidemment qu'il stoppe sa médication, mais à un moment donné, ça faisait 8 mois qu'on s'entraînait. Il vient au gym, puis il dit, écoute, j'ai des étourdissements, je me sens pas bien. Ça dure 2-3 semaines. On fait passer des tests sanguins. Son médecin, écoute, tout le monde, on était rendu avec des spécialistes. Tout ça pour se rendre compte que sa médication, il y avait tellement de médication qui était forte, mais il n'y en avait plus de besoin, que là, le glucose qui restait dans son sang, qui avait déjà été stocké par l'entraînement qu'on fait puis l'augmentation de masse maigre qu'il avait eu, ben, la médication était bien trop forte. Elle ramassait tout le glucose pour lui, puis là, il se ramassait avec des chutes de glycémie. Wow. Il y avait des étourdissements, il n'y avait plus d'énergie. Tu comprends? Il n'y avait plus d'appétit, rien. On a réajusté son médicament, puis à la fin de cette année-là, ils ont complètement retiré parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus besoin de cette putain de médication-là. C'est-tu pas fou? Moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, OK, c'est un gars qui n'a jamais fait de sport. Une petite bedaine de bière. Il s'alimente pas, là, tu sais, là. Là, vraiment pas. On a juste fait de l'entraînement. Alors que dans ma tête à moi, c'est tout le temps, commence avec l'alimentation, règle ton style de vie qui est le 23 heures dans ta journée. Après ça, on ajoute de l'entraînement, c'est de l'énergie, etc. Lui, il voulait s'entraîner, puis c'était, OK, bon, il va comme ça, Robert, tu sais. Mais on a renversé la situation métabolique au grand complet. Tout le monde a accès à ça. Tout le monde. On l'a fait pas juste avec Robert. Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus... frappant, puis avec la médication qui était de trop, puis tout. Exact. Exact. Parce que dans le type de clientèle avec qui j'ai travaillé dans ma carrière, il y en a un paquet dans cette gang-là qui était pré-diabétique, qui n'avait pas encore de médication, mais qui avait tous les symptômes de quelqu'un qui a du diabète. Puis écoute, tu commences à leur faire un peu d'entraînement en résistance, pas 4 fois semaine, là. 1 à 2 fois, changer une coupe de patente dans l'alimentation, puis ça devient des nouveaux êtres humains. Juste ça, là. Puis évidemment, moi, je fais de la posturo avec tout le monde, mais juste là, d'un point de vue métabolique, changer ces 2 trucs-là. Ajouter une séance d'entraînement en résistance par semaine. C'est 1 heure dans ta vie, là. À la place d'un Netflix, tu as une émission là, que tu as bingé, ben, on va faire un training en résistance.
puis changer 2-3 affaires dans ton déjeuner. That's it, that's all. C'est fou, hein? Ben oui. Ouais. Puis ça, écoute, il faut que les gens soient au courant de ça. Non, exact. Après ça, il faut qu'elles se responsabilisent. Mais tu sais, c'est difficile parce que, tu sais, cordonnier mal chaussé, moi-même, je pense qu'à un moment donné, tu pognes une tangente que, tu sais, quand tu en fais moins que tu en fais, moins que tu vas en faire, puis tout ça. Puis là, hop, ton énergie drop. Ouais. Puis là, je suis là-dedans. Là. J'essaie depuis septembre là, de recommencer à faire plus attention. Là, on est au mois d'octobre. Puis là, je fais avec ma blonde Sober October. On ne boit pas du mois. Je suis allé me chercher ma Whoop encore pour rechecker mes stats puis mes affaires. Ton pour sommeil, voir le sommeil, voir la ouais. différence d'un mois sans alcool, qu'est-ce que ça va donner. Puis tout ça. Fait que, tu sais, le hockey a recommencé, puis là, je suis comme, ouais, c'est tough. Fait que j'aime pas ça. Fait que je veux me remettre en forme, puis tout ça. Mais ce qui est difficile, c'est que quand tu n'es pas en forme, puis là, tu sais, je suis pas complètement out of shape, mais je suis pas très en forme à mes standards à moi. Ouais. Puis je suis plus fatigué. Fait que là, c'est difficile. Quand tu es plus fatigué, tu n'as pas le goût d'aller t'entraîner en finissant de travailler, de prendre cette heure-là, puis d'y aller. Fait que là, pas aujourd'hui, sérieux, j'ai eu une grosse journée, je vais prendre une petite bière en revenant à la maison, je suis trop fatigué. Puis là, c'est correct. Fait que là, tu fais ça. Fait que toutes ces petites décisions-là, sans t'en rendre compte, ça creep in. Puis ça t'amène de l'autre bord. T'sais. Puis là, ben, quand tu regardes comme 1 an plus tard, ou dans mon cas, c'est 2 mois plus tard, c'est l'été qui a été un petit peu trop facile. Mais tu te dis, je suis donc bien loin. Puis là, c'est là que c'est décourageant. T'sais. Fait que c'est ça qui est difficile de repartir la roue. C'est soit des fois, ça prend comme un changement, une maladie qui arrive. Souvent, c'est ça qui arrive avec les gens. C'est que là, tout d'un coup, il y a de quoi, bang! Puis là, ils sont comme, il faut que je me prenne en main, ça n'a pas de bon sens, que j'ai eu une crise cardiaque à 40 ans. Puis là, tout d'un coup, là, c'est ça le stimuli qui est nécessaire comme pour repartir la machine. Parce que sinon, le corps humain est tellement bien fait que tu t'offres tellement longtemps avec une diète de marde, à pas bouger, à faire rien, que je suis quand même confortable. Je suis pas si pire que ça. Fait que je pense que tu compares aux autres. Tu sais comment lui, il prend une petite bière. Moi aussi, dans le fond. Puis on est dans la vie de tu le mérites. Tu le mérites, ta poutine. Là. Ouais, méritocratie. Tu la mérites, ta petite coupe de vin. Voyons, tu as travaillé fort. Là. Tu le mérites, là, ton petit... fait que 100%. Tout le monde est là-dedans. Puis les gens qui sont un peu comme toi, on va dire, c'est comme à l'autre spectre, je fais attention à tout. Dans le fond, je fais pas attention à rien, je fais juste qu'est-ce qu'il faut. T'sais. Mais là, c'est rendu, toi, t'es donc bien extrémiste. Tu fais tout ça, c'est l'extrême, mais dans le fond, t'es comme. C'est toi qui es anormal, quand dans les faits, c'est comme toi qui est normal. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'sais, comme, t'es plus proche de ce qu'il faut faire pour la santé qui serait optimale que quelqu'un qui pèse 400 livres et qui fait rien. T'sais. Mais pourtant, lui, il fait donc. Socialement, je suis pas accepté lui, comme ces gens-là. C'est vrai. Là. Puis toi, t'es comme t'es un débile, dans le fond. T'es un freak, puis écoutez-les pas, lui, comme c'est vrai. La Terre est en train d'exploser à cause de Gabriel Lehoux, dans le fond. Exact. À cause que je mange 3 steaks par jour. Tu comprends? Fait que, mais ça aussi, j'ai hâte. J'ai un podcast qui s'en vient avec une ferme à Pont-Rouge, à l'herbe, que ça s'appelle. Eux autres, c'est des bœufs 100% élevés, sans hormones, sans médicaments ou quoi que ce soit. Ils sont nourris à l'herbe. À l'herbe, puis ils promènent dans leurs champs qu'ils ont, ils bougent le troupeau, là, je pense que c'est 4-5 fois par jour, puis tout ça. Puis ce que j'ai vraiment hâte, c'est que moi, j'ai une diète un peu plus carnivore dans ma vie. Je pense pas que je suis autant à ton niveau, mais j'essaie majoritairement de manger de la viande. Puis tout le monde, c'est pas bon pour la planète, puis c'est donc une catastrophe, puis tout ça. Puis ce qui est cool, c'est que eux, c'est un couple. Elle s'occupe de le côté plus de la ferme dans le day-to-day, mais lui, il a une job j'oublie exactement, je vais pouvoir en plus en parler en temps et lieu, mais il est dans l'environnement. Puis lui, il y a plein d'études, il y a plein de trucs qui montrent qu'au contraire, ça décarbonise le sol, la planète, de faire ce qu'ils font. Ceci étant dit, je suis d'accord aussi que la façon qu'un McDonald's de ce monde prennent leur viande. Ça, c'est sûr que ça nuit pour la planète. Il n'y a pas de doute. Fait que, tu sais, souvent, la conversation, c'est pas sustainable, la viande. Assurément que notre modèle d'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Puis ça, je comprends, puis je suis d'accord. Mais le problème,
c'est pas les gens de la ferme à l'herbe. C'est les McDonald's, les compagnies en Chine qui déforestent l'Amazon pour faire... comme, mais là-bas, c'est 60% de viande, mais ce qu'on parle pas aussi, c'est que comme l'autre 40% de la déforestation en Amazon, c'est les monocrops, qui est probablement l'huile de palme. Aussi pire ou pire que ça. Fait que souvent, dans cette conversation-là, c'est oublié, mais bref, tout ça pour dire que je pense un peu comme toi là-dessus, puis j'ai hâte d'avoir le podcast avec eux. Pour, comme là, il y a beaucoup de choses que je m'informe, je lis, je suis curieux dans ces choses-là, ça m'interpelle, mais d'avoir la conversation concrètement avec eux, là, ça va vraiment être le fun, parce que je pense que les gens, ils réalisent pas les bienfaits que ça a pour nous en tant qu'humains, mais aussi pour la planète, d'avoir ça. Là, la photo que je t'ai envoyée de mon sachet de steak haché, ça me fait juste penser à toi quand on avait fait le barbecue cet été. Que j'étais avec ma mode de viande. Avec ta viande de bison. Fait que toi, dans le fond, tu manges 100% juste de la viande? Carnivore 100%? Écoute, là, présentement, non. Mais je te dirais c'est 80%. œufs, avocat, c'est beaucoup de gras. Okay. Beaucoup de gras. Fait que c'est pour ça que ça me faisait rire tantôt quand tu parlais du cholestérol. Parce que quand je vais passer mes tests chez mon médecin, écoute, il vire de tout parce que mon cholestérol est le double de à peu près n'importe qui roule sur la planète. Mais moi, c'est comme ça que je me sens à mon mieux. Mm-hmm. Fait que tu m'enlèveras pas ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet, évidemment. Cholestérol, c'est pas un enjeu quand il est plus haut. C'est super important, en fait, pour un paquet de fonctions primaires du corps, là, dont les fonctions hormonales, cognitives et même cardiaques. Mais cela dit, écoute, je vais manger à peu près 4-5 légumes ici et là, mais c'est très fruits, des noix, puis beaucoup de viande. Viande, gras, principalement. Puis dans la viande, est-ce que, mettons, produit laitier, rien? Même dans des fermes que tu aurais connues de... Je voudrais, mais je suis pas capable d'en prendre. Okay. Donc, même la crème biologique de Nutrinor, écoute, c'est vraiment une compagnie extraordinaire pour ceux qui peuvent consommer des produits laitiers, mais je prends ça puis j'ai des maux de ventre instantanés. Ah ouais, hein? Donc, j'ai tellement probablement eu d'impact avec ça, puis j'ai probablement encore des problèmes qui sont pas réglés, mais j'en ai réglé pas mal. Puis ma copine, présentement, également, a de l'eczéma. On ne sait pas c'est quoi qui cause ça, mais ça a des grosses réactions d'eczéma. Donc, elle ne peut pas manger de produits laitiers. Donc, moi, là, c'est pas... j'en ai pas mangé pendant 7-8 ans. Là, de ne pas avoir ça dans mon alimentation, c'est pas un problème. Là. Vraiment pas. Puis son eczéma, ça a commencé quand? Depuis la tendre enfance. Okay. Donc, ça a toujours été là. C'est juste que présentement, elle a fait... on a changé des choses dans son alimentation. Elle avait d'autres problématiques qu'on a réglées. Donc, justement, balance hormonale, un paquet de symptômes au niveau de la peau, autre que de l'eczéma. Mais là, l'eczéma a comme repris le dessus. Okay. Est-ce que c'est parce que là, elle a la place de s'exprimer, l'eczéma, dans le corps? Est-ce que c'est la réaction immunitaire qui prend le dessus, en fait, sur les autres choses qu'elle avait avant? Ou qu'à cause de la consommation, c'est possible aussi. Je l'ai déjà lu dans les revues scientifiques, mais étant donné qu'on mange beaucoup de protéines, si elle a de la difficulté à assimiler les protéines qu'on consomme, elle pourrait avoir une réaction immunitaire. Puis, ce qui est le plus difficile pour l'homme à faire d'un point de vue de digestion, c'est de digérer des protéines. Donc, c'est un peu ambigu parce que c'est ce que tu as besoin comme building block de ton corps, si tu veux, là, pour à peu près tout réparer puis toutes les fonctions métaboliques de tes systèmes. Puis en même temps, c'est ce qui demande le plus d'énergie au corps, c'est ça. Fait que quand tu es tout le temps en réaction immunitaire, quand tu as une maladie auto-immune, c'est sûr que ça peut être un enjeu juste de gérer ça, la limite. Ouais. Mais pour être honnête, on ne sait pas trop encore. Est-ce que c'est c'est génétique en plus? Il y a un problème au niveau de l'ADN. Quand dans le fond, l'eczéma, tu es en train de t'auto-digérer la peau. C'est pas normal comme réaction. Là. Les gens, ils vont mettre des crèmes topiques. Nous, on essaie de ne pas utiliser le plus possible de cortisone, de crème au cortisone parce qu'on sait que ça va endommager les reins ou autre chose. Donc, on essaie de faire ça le plus clean possible, mais les rash présentement, là, c'est du solide. Puis,
on va aller consulter des spécialistes parce que là, c'est là, dans le sens que tu testes des choses, puis là, tu vois que tu n'as pas la réponse. Ben, moi, je suis pour vraiment essayer de comprendre tout dans la vie, là, comme je t'avais dit au début. Donc, on va aller consulter, puis on va trouver une solution. J'ai de quoi, des fois, ça part en Suède, justement, une année. J'avais été malade d'une gastro, puis je fais des rashes des fois. Le seul lien, c'est des rashes au froid. Quand j'ai comme un genre de frisson, mais pas toujours, des fois, là, ça fait des spots rouges, puis là, c'est comme l'urticaire. Si ouais. Mais c'est pas ça. Si je prends pas une réactine, tu sais, là, ça spread, là, puis j'en ai partout. Puis là, ben, dès que je ressens un autre, tu sais, un petit frisson, là, je sens, là, je le sens, là, tu sais, des fois, c'est une sensation de froid que ça me crée. Puis, moi aussi, j'ai essayé, mange ci, mange pas, puis tout ça. J'ai de la misère à trouver c'est quoi le lien. Puis, des fois, une semaine, je n'ai pas. Puis des fois, aux 2 jours, il faut que je prenne une réactine. C'est in and out. Mais j'ai remarqué que depuis que je mange majoritairement plus carnivore, c'est mieux. OK. Mais où est-ce que moi, je triche beaucoup, c'est parce que je suis tout le temps sur la route dans ma job. Fait que là, faut t'arrêter au restaurant, manger quelque chose. Mais c'est difficile, tu sais. Puis tantôt, je savais qu'on allait jaser probablement un peu de ça. Puis je me disais, je t'ai arrêté d'un dépanneur pour essayer de me ramasser quelque chose. C'est tough, là. Tu sais, la nourriture on the go, là, tu sais, on vit dans un monde que ça va vite, go, puis tout ça. Comme, c'est tough de manger quelque chose qui est bon pour la santé, là. Tu sais, des fois, je me console, j'arrête au YW en me disant qu'ils disent que c'est du bœuf nourri à l'herbe. Fait que, tu sais, à quel point c'est bien fait. On a fait ça hier en s'en venant de Montréal. Fait que, tu sais, c'est comme mon pit stop que je prends, que je mange. La boulette. Que je mange ça. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que là, je mange un peu le pain qui vient avec, ou le gâteau, que je devrais dire, qui vient avec la 30 boulette. 30 grammes de sucre ajouté, là, dans du pain. Mais, fait que c'est pour ça que j'ai pas encore... J'ai bien le goût. Je pense que bientôt, là, en novembre, je pense que je vais faire un mois 100% carnivore, juste pour l'essayer, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner, comment je vais me sentir, tout ça. J'ai le goût de l'essayer. J'embarque. Moi, je l'ai déjà fait. Tu me dis quand tu pars, puis on le fait. Ah ouais, OK. Ah ouais, parce que j'en parlais justement avec ma copine. On voulait le faire parce que moi, c'est vraiment le moment où je me suis senti le mieux. À tous les points de vue, digestion, composition corporelle, énergie, il n'y a rien qui bat ça. Puis encore là, moi, je parle pour moi parce que j'ai eu des maladies auto-immunes dans le passé. Ouais. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que pour moi, manger de la viande puis du gras, c'est phénoménal. Mais une chose que moi, je me suis toujours dit par rapport à ça, c'est qu'on parle souvent de maladies allergies. Il y en a sûrement. Connais-tu quelqu'un, toi, qui a déjà dit « je suis allergique au bœuf » ? Moi, c'est la seule chose. J'ai pas d'autres arguments. J'ai rien d'autre à ajouter. Je connais des gens qui sont allergiques au blanc d'œuf. Je connais des gens au shellfish. Je connais des gens qui ne digèrent pas le porc. Je connais du monde des produits laitiers. Je connais, tu sais, aux fruits, aux légumes, au gluten, au riz, tout. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit encore « je suis intolérant au bœuf ». Est-ce que ça existe? Probablement. Mais toutes les allergies au bœuf ou les médicaments qu'ils prennent, exact, ou les OGM qu'eux autres consomment, est-ce que c'est ça? Parce que veut pas, ça se retrouve dans... Exact. Les gens pensent ils mangent des grains, mais après ça, ils s'en vont... Mais c'est dans les études aussi, j'ai quelqu'un que je connais qu'on est en train de se trouver une date qui est dans les études, puis c'est beaucoup dans le domaine de la santé d'études, dans plusieurs domaines. Puis, il avait sorti il y a une couple d'années la viande rouge, les viandes froides, ces affaires-là, ça causait le cancer, puis tout ça. Puis, dans les choses que, pour avoir déjà discuté avec lui, ces études-là, c'est difficile à faire parce que pour vraiment avoir la vraie étude... Faut que tu contrôles chacun. Si c'est ça qui est le cause, pas de problème. Tu veux avoir tes marqueurs, mais tu fais une carnivore diet pendant un mois. Puis là, après ça, sors-moi une stat. Parce que, tu sais... Là, moi, j'ai mangé 3 fois par jour. Je mange de la viande. Puis, OK, puis quelle viande tu manges? Je mange au McDo 5 fois semaine. Voilà. OK, mais c'est pas la même chose. C'est pas de la viande en partant. Ouais, c'est ça. Fait que tous ces facteurs-là, je trouve que les études par rapport à la nourriture sont difficiles à faire pour ça parce que le gars qui s'en va chez eux, là, tu sign up pour une étude. Là.
sais, comme, un petit verre de vin à soir, qui c'est qui va le savoir? Tu sais, comme, je crois pas que 100% des gens qui participent à une étude sur la nourriture, ils suivent le protocole à la lettre. Puis si oui, c'est quoi à la lettre? T'sais? Qu'est-ce que tu choisis de laisser, puis qu'est-ce que tu choisis de mettre dans « il faut respecter », un peu comme le documentaire là, qui avait fait tous les jumeaux, j'oublie le nom, là, sur Netflix. Il avait pris des jumeaux identiques, il avait séparé. Un, c'était 100% vegan, puis l'autre, c'était comme une diète omnivore. T'as-tu vu ça? J'en ai entendu parler, j'ai pas écouté. Fait que je l'avais écouté, mais tu sais, c'est tellement biaisé. Tu sais, comme il mange plus de calories. Tu sais, il avait choisi, si tu veux comparer une diète fait carnivore puis vegan. Exact. Parce que là, à travers ça, tu inclus un peu de n'importe quoi, puis fait que tu peux pas vraiment comparer. Puis malgré ça, tu sais, comme tous les participants avaient perdu de la masse musculaire, tu sais, comme ils voulaient, c'était un pro vegan documentaire. Là, comme c'est ça qu'ils voulaient essayer de montrer. Ils ont un peu réussi mais quand tu digues un petit peu, tu vois que comme il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bons pour le groupe, qui sont devenus vegan. Il va flotter l'eau dans le supplément pour matcher la densité et la biodisponibilité de minéraux et de vitamines que tu vas avoir dans la viande. Il n'y a rien sur cette planète, présentement, qui peut battre un 400 grammes de steak. Il n'y a rien qui va battre ça. Je dirais un 400 grammes de foie de bœuf ou foie de veau. Encore mieux. Encore mieux. Puis surtout si ça a été nourri à l'herbe, puis ça a été au soleil, puis ça a marché. Mon congélateur, il est plein. Je vais te faire un cadeau demain. Je vais te donner. Fait que, mais non, j'avais une conversation avec mes gars hier, puis on parlait de la bouffe, puis tout ça, parce que je me fais 2-3 fois semaine mon petit 100 grammes de foie de bœuf, tout ça. Puis il disait, évidemment, au début, je pense que le goût, c'est un goût qui se travaille. Qui se travaille un petit peu, mais à cette heure, j'aime ça pour vrai. Comme j'ai trouvé ma façon de l'apprêter, j'aime vraiment ça. Puis je leur montrais, j'ai dit Google l'aliment le plus avec nutritif. Le plus nutritif. Puis là, évidemment, ce que Google sort, c'est pas ce que tu as voulu vraiment rechercher. Non. Ils sortent les 10 meilleurs légumes. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé l'aliment. Puis là, si tu raffines toi-même tes recherches, puis tu t'en vas, puis là, je leur ai montré ce qu'il y a dans un morceau de foie de bœuf, comme autant minéraux que vitamines, des vitamines B, C, D, E, genre acide folique, name it, là, comme... les principales pour les fonctions. C'est fou la quantité dans un petit morceau de steak, qu'est-ce que t'as, là, tu sais, qu'on pense pas. Puis moi, c'était un petit peu ça qui m'avait convaincu, parce qu'il y a toujours un peu l'idée, il va me manquer de légumes dans la viande, il y a juste des protéines, tu sais. C'est un peu ça l'idée souvent qu'on se fait inculquer qu'il faut que tu manges de la salade, puis des fruits, puis tout ça. Tu sais, je crois quand même un petit peu à une diète omnivore. Là, quand même, je pense que c'est important pour le microbiome, ces choses-là, d'avoir un mélange de plein de sortes de nourriture pour t'aider à digérer, puis tout ça. Là, je pense que c'est ça comme... Quand ton corps te le permet, qui serait probablement le meilleur. Mais le côté drastique de la chose, je pense, à essayer... Je pense que tu te sens mieux à faire un carnivore qu'à faire un vegan ou... c'est que tu n'as pas besoin de supplémenter avec le carnivore. Fait que déjà là, tu as une maudite bonne idée. Puis ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que quand la plante pousse dans le sol, elle va prendre les minéraux, puis c'est elle qui fait les conversions pour la rendre biodisponible pour l'animal qui va le manger. Après ça, l'animal va manger la plante, va prendre les minéraux, va le convertir également. La meilleure forme pour nous autres, pour qu'on soit capable d'absorber ces nutriments-là, c'est la viande d'un animal. Parce qu'elle a été, dans le fond, on peut dire, là, pour vulgariser, digérée 2 fois par la plante, puis après ça, par l'animal. Donc, c'est un travail logique de la nature qui est fait pour, après ça, nourrir, après ça, c'est pick and choose, là. Mais il y a des animaux sur la planète qu'il faut juste qu'ils mangent des insectes. Après ça, il faut juste qu'ils mangent. Il y a certains animaux qui sont capables de manger plusieurs différentes choses, dépendamment de ce qui est disponible dans l'environnement. Mais écoute, après ça, tu peux manger des végétaux aussi seulement. Il va falloir que tu te supplémentes parce qu'il va te manquer des éléments. Puis le problème, c'est pas, tu vas regarder sur la charte. Tout le monde est capable de lire ça. Là. OK, dans les carottes, dans ci, dans ça, combien il y a de vitamines, combien... OK, mais elle ne sera pas aussi facilement absorbable qu'avec un morceau de viande.
Donc, automatiquement, on ne peut pas comparer. On n'est pas dans la même ligue parce que là, tu n'auras pas la même quantité de protéines, tu n'as pas les gras essentiels, puis en plus, tu n'as pas les vitamines minéraux qui sont biodisponibles comme tu l'aurais dans un morceau de viande. Exact. Le débat est clos. Ah ouais. Quand on est capable d'observer, même, tu n'as même pas besoin d'études où ce que tu compares un être humain qui va manger que carnivore puis juste végétaux. Fais juste regarder la constitution des aliments. Puis après ça... Puis en plus, c'est quand on tombe dans les études justement de la bioavailability. Il n'y en a pas d'études. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est encore moins un bon argument, tu sais, comme pour les légumes de ce monde. 100%. 100%, c'est pour ça qu'ils n'en font pas. Oui, exact. Puis, qu'est-ce que tu penses? Aux États-Unis, il y en a de plus en plus d'endroits qu'on peut se... Tu sais, un peu l'âge métabolique là, qu'ils appellent. Là, au Québec, ça se fait dessus. Je me demandais ça. Je me disais que tu étais probablement la meilleure personne pour me répondre à cette question-là. Est-ce que ça se fait, ces tests-là, un peu, tu sais, télémark, les différents bilans qui sont disponibles? Là, je l'avais fait avec... j'avais été aux États-Unis l'hiver passé, puis j'avais fait avec Waste to Well, que ça s'appelle. C'est une compagnie américaine. Puis j'avais fait comme des différents bilans hormones, un paquet de choses là, que j'étais juste curieux de voir et c'était pas pour une raison en particulier, c'était juste pour le testing. Pour le faire. Puis, mais je me demandais, ça se fait-tu au Québec, ça? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. J'ai déjà entendu parler de ça. Après ça, est-ce que tu sais... embarquer sur une machine qui prend quelques mesures puis qui te donne ton âge métabolique puis des testings plus précis, par exemple, dans une clinique qui sont spécialisés d'en prendre plusieurs marqueurs puis qui ont développé leur propre protocole pour savoir exactement la vraie âge métabolique. Plus tu rentres de données, plus ton facteur de précision est grand. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans mon approche scientifique au quotidien. Donc, quand on détermine le profil d'un athlète, ben, plus de données qu'on peut rentrer dedans, plus précis qu'on est. Mais t'as pas comme un nom, tu dis sûrement que oui, t'en as un peu entendu parler, mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement connu. On n'a pas non, j'ai pas une place que je pourrais dire, tu peux aller là puis faire ça. Exact, il n'y a pas... je trouve que c'est un petit peu un manque dans notre système de santé, justement, de cette première ligne-là, de pouvoir diagnostiquer. Pourquoi attendre... la ligne de prévention, comme on parlait tantôt. Oui, exact, d'avoir maintenant, j'ai le diabète. Ah ouais, mais est-ce qu'on aurait-tu pu le pogner plus tôt? Puis comment? Puis pourquoi? Puis, je pense qu'aussi, quand tu te rends compte de ces choses-là plus tôt, c'est plus facile de faire les changements. Quand tu es plus jeune, quand tu es moins gros, moins gras, plus en forme, c'est plus facile de « Oh! Là, il est temps que je me ressaisisse parce que je m'en vais dans cette direction-là. » Mais là, petit train va loin, puis une petite bedaine, mais c'est correct, tous les gars, ils en ont une, fait qu'on continue, puis le standard. C'est le standard, puis les filles, c'est correct d'avoir tel shape, oui, accepte-toi, puis tout ça, mais t'as eu un enfant, c'est correct. Puis c'est toute la réalité, mais pourquoi qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, comme c'est juste que c'est de l'effort, c'est pas facile, la vie va vite, puis on les connaît toutes, là, les excuses, puis je suis pas mieux qu'un autre en ce moment. Je suis dans le creux de la vague. Il est temps que je me mette en shape. Là. Fait que je suis pas mieux qu'un autre. Là. Après ça, moi, je pense que tout ce qui est effort physique, c'est sûr que faire un effort physique, c'est difficile. Puis c'est pas tout d'aller au gym. Idéalement, oui, on devrait tout faire l'entraînement en résistance. Puis de plus en plus, c'est montré. L'autre fois, je m'excuse, je t'écoute. Non, vas-y. J'ai vu une entrevue qui disait, c'est quoi? Il demandait à un entraîneur pour une femme, le meilleur, si tu avais un exercice à donner pour une femme de 50 ans et plus, ça serait quoi? Puis elle a dit box jump. Ouais. Puis elle était là, pas un box jump doux, là. Tu sautes sa boîte, le plus haut tu sautes en redescendant. Comme l'idée, c'est d'avoir l'impact. Puis quand tu y penses, en vieillissant un peu dans notre vie de confort aussi, on veut tout être emmitouflé, on veut tout être douillet, puis toujours le plus confortable possible. Chocolat chaud. Ben oui, un petit verre de vin. Bercer mon yann en te chantant on fait nous-mêmes un Kobe beef de notre corps. Comme on veut être notre but ultime en tant qu'humain, c'est d'être un Kobe beef, dans le fond. D'être bien, un petit saké, tranquille, on se fait masser, la petite vie va bien. Mais bref, quand tu y penses, si tu veux t'aider, plus que tu stimules, plus que tu peux faire les deux. Tu crées un stress sur ton corps, ça le stimule. On est fait pour ça. Ça doit être bon. C'est comme de ramener de l'huile
au moulin, de l'eau au moulin, puis de Sors pas ta voiture pendant 4 ans. Là. Exact. Vas-tu avoir des problèmes? Non, mais chaînée, par exemple. Elle est belle dans le garage, là, elle pas bougé de là, mais ça se peut qu'elle parte même pas. Exact. T'sais. Fait que oui, 100%, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, Athletic One, là, c'est pas né d'une idée juste j'aimais le nom. C'est que tout le monde qui rentre dans le gym, que tu sois un enfant de 5 ans ou un petit monsieur de 78 qui veut battre son voisin au badminton à la retraite, on entraîne tout le monde comme des athlètes. Donc, on utilise tous les meilleurs principes qu'on comprend aujourd'hui du corps humain, dont ce principe-là que tu viens de parler. C'est beau l'entraînement en résistance, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'ajouter tout ce qui est le côté saut, pliométrie à ton entraînement pour créer, premièrement, ce système nerveux-là qui doit être capable de te lancer vers un saut. C'est pas évident. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là, c'est malheureux, mais d'une certaine génération, il y a des femmes qui n'ont jamais été encouragées à faire du sport. Donc, ils n'ont jamais vécu c'est quoi compétitionner. Puis ils n'ont jamais vécu c'est quoi de faire un effort physique, comme exemple, faire un saut, à part que peut-être quand ils étaient des jeunes enfants. Mais tu sais, quand tu n'as pas fait ça depuis 30 ans, tu as demandé de sauter sur une box. Le lendemain matin, si tu as sauté 16 pouces, tu es content à ta barouette. Là. Ouais. Mais l'effort physique que ça a demandé, puis la stimulation que ça a fait au niveau de ton système, c'est incroyable. Tous les systèmes qui ont besoin de s'allumer dans ton corps pour faire ça. Et après ça, ben, pour prévenir l'ostéoporose, qui est principalement la raison pourquoi on lance ça dans la littérature maintenant, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de catabolisme osseux qui va se passer suite aux impacts. Et ben, comme ça, on prévient toutes les maladies dégénératives au niveau articulaire puis au niveau osseux. Mais tu parlais le côté nerveux là, de les charges pesantes. Je me souviens, en fin de carrière, j'avais commencé la journée des matchs, comme avant la game. Là, fait que on jouait à 7 heures, là, fait que j'arrive à l'aréna à 5 heures. Je faisais des cleans. Une rep. Quand même pas à mon max. Oui, mais avec pesant, le max d'impulsion que tu pouvais. Mais comme vraiment, puis écoute, toutes les fois, puis après ça, je me sens, ça m'allumait tellement qu'après ça, toutes les fois, les matins, que j'étais un peu sloppy, tu te lèves, tu sais, t'es fatigué, tu sais, ça arrive, on se lève les matins, on n'est pas moins tout bien le temps dormi. Top shape, ou un gros... Puis là, une coupe de clean, une coupe de box jump, c'est comme ça vaut des cafés, là, comme c'est fou. Tu sais, comme une des choses, là, en ce moment, je suis en transition de maison, fait que j'ai l'intention dans ma nouvelle maison d'avoir un petit gym pour me remettre, puis c'est ça que je m'ennuie, c'est que je suis comme tout le monde, d'aller au gym loin, puis tout ça, c'est mon excuse ça me tente pas. Mais quand je l'ai chez nous, comme juste pouvoir, tu te lèves, bang, bang, tu fais comme une demi-heure, ça réveille, ça iso-inertiel. Machine iso-inertielle dans ton petit garage. Ah ouais? Tu vas capoter. Un Desmo? Si t'aimes ce feeling-là de faire comme, aujourd'hui, ça me tente de produire, exemple, tel mouvement. Ouais. Tu fais ce mouvement-là, tu peux faire n'importe quoi. Okay. Fait que ça n'a pas besoin d'être juste comme un clean. Okay. Tu peux reproduire n'importe quel mouvement de la vie quotidienne, mais avec de l'impulsion. Okay. Fait que c'est ça qui est cool. Ça prend pas de place en plus. Ça prend 0 place. Ouais. On pourrait faire ça ici dans le studio. Tu attaches ta corde après ta flywheel, puis tu pars. Donc, tu peux travailler n'importe quel angle, n'importe quel muscle, n'importe quel type de mouvement. C'est vraiment incroyable. Et le gros changement au niveau de l'entraînement avec ces machines-là, c'est que tu vas être capable de faire de la fréquence. Tu vas être capable de répéter un 30 minutes à chaque jour sans nécessairement prendre une journée off. Okay. Pourquoi? C'est parce que ça ne crée pas vraiment de déchirure musculaire. Okay. Ça ne crée pas vraiment d'impact au niveau du corps négatif que tu ne seras pas capable de contrôler. Parce que à chaque fois que tu donnes une impulsion sur la machine, elle te retourne ce que tu y as donné. Okay. Fait que c'est à la base, là, les Italiens ont conçu ça pour la réhabilitation. C'est un peu comme j'ai vu passer Vitruvian. As-tu vu ça? C'est comme une board. Il y a comme des. Je sais pas si c'est des poulies ou. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est plus comme une machine à câble classique. Okay. Mais le niveau de tension, je pense qu'il y a comme un peu des élastiques dedans. Okay. Je l'ai pas essayé. Là. Okay. Je veux pas parler à travers mon chapeau, mais je sais de quoi tu parles. Puis c'est plus quelque chose qui est fait pour justement les gens qui veulent s'entraîner à la maison. Okay. C'est une station où tout est compris. Mais ça se compare pas avec. En fait, c'est pas dans le même monde que, exemple, une machine iso-inertielle. Peu importe laquelle
que tu aurais. Mais la Desmo, si tu en achetais une, je te conseille vraiment celle-là parce que le type de câble qu'ils utilisent, les bearings, le système, comment il a été conçu, les Italiens, comme avec n'importe quoi qu'ils font, avec les voitures, les Ferrari, c'est dans le détail près. Et le niveau de vélocité que tu vas être capable de générer avec ces machines-là, surtout dans l'excentrique, donc dans le retour du mouvement, c'est à des vitesses que c'est pas comparable avec aucune autre machine de ce type-là. Donc, puis ils vendent des mini maintenant. Tu peux t'acheter ça pour 1500 $, je pense, à peu près. Puis tu as une V-mini que tu mets chez toi. Tu peux en avoir 2, même accroché après un rack de squat. Ouais. OK. Ben on va regarder ça. Mais là, tu me donnes le goût aussi d'aller faire une petite visite. Toi, il faut t'évaluer là, après ce que tu m'as dit tantôt. Ça m'intéresse en tabarouette. Ah oui, je suis dû pour être évalué. C'est clair. Puis j'ai le goût de le faire comme justement, là, je fais mon mois puis tout ça. J'ai le goût de faire des segments. Pas nécessairement avec le podcast, c'est pas un segment de podcast, mais le segment de dire OK, ce mois-ci, j'essaie ici. J'expérimente telle affaire. J'ai le goût de un peu fine-tuner puis d'essayer. Tu vas pas juger après ça. Ouais, exact, c'est ça. Comme avec la viande que tu parlais. Là, demain matin, tu peux manger ça. Sober October, on va voir. Je me sens mieux les matins quand je me lève. C'est cochonnerie l'alcool, man. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas un plus dans la vie à personne, ça, c'est certain. Ça, c'est vraiment de la merde, man. Dans toute la merde qu'on consomme, là. Puis c'est ça qui est incroyable. C'est ça qu'à un moment donné, quand tu es dans ce monde-là, tu te rends compte que ce qui est là pour nous faire du mal, ça profite de quelqu'un. Mm-hmm. Puis si ça profite de quelqu'un, ben tout ce qui va sortir comme étude ou information qui serait pas nécessairement bon pour la consommation de ces produits-là, ben ça va être mis de côté puis ça va être remplacé par une gang de monde qui vont dire un petit verre de vin par jour, c'est pas grave, pour convaincre tout le monde. Puis après ça, on va même institutionnaliser la vente de cet alcool-là sur le territoire, puis ça va faire partie des taxes gouvernementales qu'on va être capable de récolter. Moi, ça, c'est une vraie... Je vais le dire, là, c'est pour ton podcast, je m'en fous, tu m'as invité, si j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est une mafia, man. C'est une mafia. Puis là, c'est le pote après ça, puis je sais pas c'est quoi le prochain, là. Notre chum Trudeau, il va peut-être nous dire qu'il y a des contacts au Mexique pour faire rentrer de la cocaïne, là, puis qu'on devrait prendre ça à la place du café, puis qu'on va pouvoir aller au coin si on va chercher ça. Quand tu comprends ce que ça fait au cerveau puis au corps, puis qu'on laisse les gens s'imaginer que de prendre l'alcool à chaque jour ou d'arriver la fin de semaine puis de se dire je vais me récompenser, comme tu disais tantôt, la méritocratie, avec une bouteille de vin à moi tout seul puis 2, 3, 4 drinks. Ce que ça fait au cerveau puis l'impact que ça a sur le long terme, même comparativement à la limite à fumer un joint, c'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Ce que ça demande à ton corps, retirer l'alcool de ton système au niveau des reins, au niveau du foie, c'est une destruction que tu es en train de faire de ton système. Tu prends un verre ici et là. Tu vis avec les conséquences. Tout le reste est sharp. Ben oui. Mais le reste n'est jamais sharp. On en parle depuis le début du podcast. La majorité des gens, ils sont maganés. Puis, arrivé à 40 ans, on dit que c'est l'âge, là, tous les bobos ressortent. Voyons donc, à 40 ans, ta vie commence. Ben oui. C'est là que tu as compris t'es qui, que ta carrière est placée, tu as une famille, etc. Tu commences à avoir un peu de temps, les enfants sont plus vieux. Exact. C'est là que tu veux profiter de ton corps puis expérimenter un paquet de choses, mais c'est là que ça commence à se dégrader. Ça fait pas de bon sens. Rajoute dans le cocktail, c'est tout le temps une question de volume à un moment donné. Si ton volume de toxicité, on parlait, je te le dis depuis tantôt, moi, c'est l'enjeu prioritaire pour l'être humain présentement, c'est la toxicité de la planète. Si on ajoute en plus là-dedans une alimentation, tes choix alimentaires qui ne sont pas les meilleurs, ben on augmente ton niveau de toxicité. Puis après ça, quand tu veux te faire plaisir, tu prends de l'alcool qui est... L'alcool, ce n'est qu'un produit toxique. Ouais, c'est un poison. C'est un poison. La réaction qu'on a quand on boit de l'alcool, c'est parce que c'est pas comme une plante comme le pot qui a un effet spécifique, exemple sur les neurotransmetteurs ou l'échange entre les deux cerveaux, entre l'hémisphère, qui va bloquer certains échanges synaptiques, des trucs comme ça. C'est vraiment une réaction à un poison. Donc, de se dire qu'on part la fin de semaine puis on dit on s'en va chez les beaux-parents ou avec des amis puis que la table est remplie d'alcool, pour moi, c'est un non-sens dans l'idée où ton objectif, c'est d'essayer de la meilleure version de toi-même sur le long terme, puis même à court terme, tu veux régler des petits problèmes ici et là. Commence avec ça. Commence avec ça. Si c'est un produit toxique, tu te mets dans le corps. Tu veux garder ton McDo une fois semaine, à la limite,
quasiment moins débattable. Là, là. Ça me fait penser souvent avec mes gars, quand que, des fois, ils sont plus fatigués ou à l'école, ça va moins bien ou de quoi. Comme je te disais, aujourd'hui, les gars, je vous fais une récompense. On va se coucher tôt. T'sais. Mais tu sais, comme, c'est pas une récompense. Eux autres, c'est un peu ma façon d'être comme ironique dans cette histoire-là. Mais quand tu y penses, comme te coucher tôt, c'est une récompense. Wow. Tu comprends? En vieillissant, ouais. Non, mais tu sais, quand tu y penses, là, c'est que tu me dis ça, puis ça me fait penser, hey, je vais me récompenser qu'un verre de vin. Ouais. Ça devrait être l'inverse. Hey, tu sais quoi? J'ai une bonne journée aujourd'hui, je vais me récompenser avec un bon training puis un bon verre d'eau. Wow. Tu comprends? Wow. Mais tu sais, ça, c'est mon genre de récompense. Non, mais ou un bon repas. Ouais, un bon repas peut être backward un peu de dire, puis tu sais, je le dis à mes gars un peu à la blague quand vient le temps d'utiliser d'aller se coucher plus tôt, tu dirais non, c'est pas une conséquence, les gars. C'est une récompense. Ouais. Mais quand, tu sais, dans le fond, de s'empoisonner, on le voit un peu comme une récompense, mais que dans les faits, on devrait plutôt voir... Ça fait partie du conditionnement social qu'on parlait tantôt. Exact. On se déresponsabilise notre santé. On veut rien comprendre de comment notre corps fonctionne. Mm-hmm. Quand il y a de quoi qui va pas, on se rend chez le médecin. Puis lui, ben, il est formé à déterminer qu'est-ce qui va pas, puis te donner un médicament pour qu'est-ce qui va pas. Exact. La plupart du temps, c'est comme ça que ça finit, peu importe les circonstances. Sans généraliser, il y a des médecins qui sont un petit peu plus sur l'autre côté, qui vont faire des suggestions, mais la majorité du temps, pour l'avoir vécu moi-même, puis l'avoir vu avec tout le monde, puis être dans ce domaine-là où on est tous, ben voyons donc, on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire. Pendant la pandémie, on a été mis de côté les gens qui s'occupent de la santé des gens dans les centres d'entraînement, qui aidaient le monde à garder une certaine forme physique, alors que nous autres, on a investi de l'argent pour qu'on se fasse entendre au public, puis qu'on fasse écoute, on a tout organisé nos centres d'entraînement pour prendre un client à la fois, puis respecter toutes les conditions. Puis ça ne faisait pas partie des priorités du gouvernement à ce moment-là, comme ça n'a jamais fait partie des priorités du gouvernement avant et encore aujourd'hui, alors que toutes les datas, si on parle de data scientifiques, toutes pointent. S'il y a bien une affaire là, qu'aujourd'hui, là, je ne créerai aucun débat avec ça. Tout le monde s'entend sur la même chose, Yann, c'est que de bouger et de rester actif, peu importe à qui tu vas parler, dans quel domaine il est, quelle sphère d'études a fait, tout le monde s'entend là-dessus, c'est bénéfice pour l'être humain. Ah oui, c'est sûr. Après ça, tu parles de nutrition, man. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont écouter ce qu'on a parlé, puis ils vont avoir leurs opinions. Mais il n'y a personne qui s'astine sur le fait qu'il faut que tu bouges, il faut que tu restes actif. Et Colin, c'est pas omniprésent, pas en tout dans la tête des gens, puis dans la tête des dirigeants qui sont supposés d'être les gens qui prennent soin de non, assurément. Je pense que c'est un peu pour ça que je veux faire ce podcast-là, puis que je pense que tu t'impliques, puis que tu fais ça, c'est d'essayer de faire changer les choses, puis de pouvoir partager nos expériences, nos anecdotes, comme je dis toujours, que c'est sûrement juste moi, là, mais comme... Ça en fait pas mal. Quand on en fait plusieurs, puis qu'il y a des gens qui disent la même affaire, puis qui ont des résultats. J'ai envoyé à mon père dernièrement, j'ai vu passer sur Instagram un monsieur qui, à 60 ans, il y avait comme une image de lui comme au gym, il commençait son entraînement, puis à 70 ans, il faisait des box jumps de comme 30 pouces, mettons, là. Puis là, mes parents, ils s'en viennent à Québec. Ils déménagent ici. On se fait comme un bigénération ensemble. Puis j'ai dit, à 70 ans, ça va être toi, ça, de le mettre. Puis comme j'ai parlé de toi, là, justement, j'ai dit, il faut que tu ailles voir Gab. Là, on va te l'envoyer. Puis on va le prendre en main. Mais écoute, merci. On fera ça une autre fois. Moi, cool, assurément, il faut faire un petit meeting là, moi, chez vous, là, que tu me prennes mes pinces. Les pincés, on va te scanner. Scanne-moi. Puis, développement moteur, je suis pas trop inquiète. Je vais m'acheter une Desmo, puis je vais me mettre en marche, puis on documentera les résultats. Exact. Une autre petite anecdote dans le dossier. C'est ça. Check. Hey, merci, Gab. Merci à toi, man.